J'aimerais voir que ça soit parti. Je regarde. Il est marqué Onware. Ok, on n'a pas l'air d'avoir de problème de son. Donc, Ça a l'air attends, d'être pas mal. j'aimerais vraiment. Ouais, ouais, ok, c'est parti. Ouais. Donc, bonjour et bienvenue sur les lives de Mateloweb. Mateloweb. Donc, c'est un premier live. Alors, je me présente. Moi, c'est Christophe Sola. Je suis le créateur de Mateloweb. Donc, je suis un créateur de contenu. Je crée des contenus. Je suis un créateur de contenu, exactement. Et, euh, et donc, sur ma télé web, j'ai fait pas mal de vlogs, donc discuter, tchatcher devant une caméra, mais c'était pas un direct. J'avais vraiment envie de me lancer dans ce truc-là, le direct. Et, euh, et donc là, c'est parti. C'est le premier épisode, premier live en direct. Alors, je fais ça avec un compagnon que je commence un petit peu à connaître, puisqu'on a déjà fait deux vidéos, deux enregistrements, deux entretiens ensemble. Manu. Euh, alors, bah, écoute, je te laisse peut-être un petit peu te présenter, toi, vas-y. Bah déjà, merci pour ton invitation, pour ce débat. Eh bien, je m'appelle donc Manuel Dominguez. Je suis courtier en métaux et pierres précieuses, hein. Je suis un peu dans la finance, hein. Et donc voilà, et un peu passionné un peu de tout ce qui se passe en ce moment, hein, en politique, géopolitique. Donc voilà. Après, je suis pas non plus un expert. Je suis juste une personne de curieux, tout simplement. Ok. Alors, on va le dire franchement, toi et moi, on est ce qu'on appelle vulgairement des complotistes de longue date. Des Alors moi, chercheurs de vérité, on va dire. pardon? Des chercheurs de vérité. Voilà, parce que en fait, complotiste, c'est le terme que dont nous désignent ceux qui nous aiment pas trop, en fait. Et c'est vrai que j'aime pas trop ce mot. Et puis, en plus, est-ce qu'on peut vraiment avoir de la fierté sur ça? Parce qu'en fait, euh, on, on a vu les choses arriver et ça aurait pu être évité. Moi, je pense vraiment que si les gens s'étaient réveillés peut-être en 2020, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Donc on n'est pas des voyants, on est des personnes qui fonctionnent avec une certaine logique, on essaye de penser par nous-mêmes. Donc voilà, on a une certaine vision des choses. Alors ça m'amène sur notre entretien d'aujourd'hui. Donc j'étais parti sur la question de où va le monde. Alors donc je réfléchissais pour préparer ce live et en fait je pense que pour comprendre où va le monde, il faut comprendre d'où on vient. Donc ce que j'invite pendant ce live, c'est de permettre aux gens qui nous regardent de rentrer dans la tête d'un complotiste et dans nos esprits, de voir comment on voit les choses et comment nous on les comprend. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Ouais. Donc, partant de là, on va se transporter un petit peu dans le passé, il y a quelques années, pour on va refaire un petit peu l'histoire, mais comme nous on la voit. Donc, on va aller un petit peu assez loin, on va remonter autour du 17 novembre 2018. Mhm. Et donc là, c'est les Gilets jaunes. Alors, il y a ce mouvement qui est en train de prendre, donc je sais pas, je me rappelle plus de mémoire, je crois que l'essence était monté à 1,40. C'est ce qui a fait que les gens se sont mis à sortir dehors et à crier. Quand on voit où elle est aujourd'hui, que plus personne ne bouge. Donc j'aimerais avoir ton regard là, sur ce mouvement-là qui se passe à ce moment-là, des Gilets jaunes. Bah, moi, je t'avouerais que j'ai participé à ce mouvement-là. Hein. Je me suis occupé d'un groupe dans ma région, hein, en Aveyron. Bah, au début, j'y croyais pas trop, quoi. Hein, parce que bah, tout simplement, je suis toujours un peu étonné du mouvement du peuple. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est qu'une histoire d'essence. Bon, ça va pas changer grand-chose. Et puis, j'ai vu que ce mouvement continuait à perdurer. Là, je trouvais ça étonnant parce que je me suis dit, ça va durer 2, 3 jours, puis après, les gens, ils vont rentrer chez eux. Puis j'ai vu ce mouvement continuer.
C'est là où je me suis interrogé, j'étais carrément j'ai été les voir, les visiter un peu, hein, pour comprendre un peu ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient faire et tout cela. Et finalement, je me suis vraiment, je m'y suis retrouvé, quoi, parce que il n'y avait pas que l'essence, en fait, hein. C'est vrai que les médias ont enfermé un peu les gilets jaunes dans le côté un peu prolétaire, problème d'argent, voilà. Mais en fait, ça allait bien au-delà de cela, quoi. C'est ça qui était intéressant, d'ailleurs. C'est pour cela que ça m'a plu, hein, puisque c'était surtout dans le sens où il y avait vraiment un rejet quelque part de ce type de gouvernance, quoi, d'essayer de mettre autre chose en place, plutôt orienté vers une vraie démocratie, quoi, tu vois. Et c'est là où je me suis vraiment impliqué, quoi. Après, évidemment, comme dans un groupe, il y a toujours un peu une mouvance. Donc, voilà. Puis finalement, à un moment donné, je me suis retrouvé, parce que c'est pas évident de créer une union, en fait, au niveau du peuple, hein. Donc, évidemment, il y a des choses il y a un peu l'ego qui vient se mêler à tout ça. Donc, les responsables, entre guillemets, du groupe ont éclaté. Et du jour au lendemain, je me suis dit, comme j'étais très proche, en fait, par mes idées, j'étais très proche, en fait, des responsables de groupe, quoi. Et donc, j'avais une certaine image là-dessus par rapport un peu à ce que j'apportais comme information. Parce que c'était hyper intéressant, hein, tous les soirs. On se faisait des débats entre nous à notre cabanon. Donc, voilà, on échangeait un peu nos idées, tout cela. C'était assez intéressant. Puis le fait de présenter pas mal d'idées, de fil en aiguille, je me suis retrouvé carrément catapulté responsable du groupe, quoi. Donc, donc voilà, c'était gérer un peu les actions, bloquer différents endroits. Voilà, c'était assez intéressant, quoi. On sentait un peu un esprit révolutionnaire où on essayait de vraiment mettre des choses en place, pas dans la volonté anarchiste qu'il n'y ait plus de loi, non, c'est vraiment remettre en place une vraie démocratie. Tu vois, moi j'avais des groupes, dans mon groupe, il y avait des gens qui ne souhaitaient pas aller, par exemple, en manifestation, parce que les manifestations, évidemment, c'était la guerre, hein, carrément, hein. Moi, je t'avouerais, en manif, hein, je partais avec une combinaison de moto, avec protection dorsale, protection épaules, coudes, et heureusement, parce que j'ai pris des fois des coups de matraque dans le dos. Ouais, je pense que j'aurais pas eu cette combinaison, je serais fini sur une chaise roulante, hein, parce qu'il y avait aucune pitié, hein. C'était la chasse à l'homme. Sincèrement, j'ai jamais eu aussi peur en France que dans ce genre de manifestation. Parce que c'était vraiment la guerre. On se faisait courser dans les rues par la police, on se faisait tirer comme des lapins, ça gazait dans tous les sens, hein. Même à un moment donné, j'ai protégé une pauvre femme avec son enfant qui se dirigeait vers la fumée. Je lui ai dit, mais attendez, madame, vous allez, je rentre par là. Mais non, regardez la fumée, c'est du gaz lacrymogène. Vous avez un enfant dans le landau, circulez, allez-vous. Ah, merci, merci. Ouais. Puis elle s'en allait, quoi, tu vois, parce que c'est aucun respect, quoi. C'était hallucinant. À partir d'une certaine heure, c'était le fracassage de tête, quoi. Donc c'était hallucinant, quoi. Ah, je t'assure, c'était impressionnant. Et au-delà de cela, j'avais des groupes qui, eux, c'était plutôt les anciens, je dirais les sages, qui, eux, se réunissaient pour, par exemple, réécrire la Constitution, tu vois. Parce que il faut partir d'une base, et la base, c'est de mettre en place de nouvelles règles, et des nouvelles règles vraiment démocratiques. Donc, on reprenait la Constitution, les sages se réunissaient dans une salle, et on prenait chaque article de la Constitution, et on validait certaines choses, ou on modifiait certaines choses, tu vois. Donc, c'était pas que le problème de l'essence. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, je pense que c'est là où il y a une bascule par rapport à ce mouvement-là. Hein, c'est tout simplement quand il y a eu certaines enquêtes où ils se sont rendus compte, ou même des sondages, où ils se sont rendus compte qu'il y avait 75% de la population qui était favorable aux idées des Gilets jaunes. Et là, je pense, d'ailleurs, c'est une réalité, c'est à partir de là où ils ont commencé à être encore plus violents, voire même dangereux, hein. C'est-à-dire, c'est là où il y a eu des coups de LBD ou des gens qui ont perdu leurs yeux, perdu leurs mains, perdu leurs pieds. Voilà, et ça, c'était une volonté quelque part gouvernementale pour tout simplement instaurer la peur. Puisque évidemment la peur est une arme, hein, est un outil utilisé par le système. D'ailleurs on le voit, hein, la peur de tout, peur du Covid, peur de la santé, peur de mourir, la peur. Parce que dès qu'on se retrouve en peur, il y a différents comportements à avoir. Enfin, à avoir. En psychologie, il y a trois mouvements, hein, c'est-à-dire où tu prends tes jambes à ton cou et tu fuis, ou alors tu es un guerrier, tu te bats, ou alors tu te mets en boule et tu attends que ça passe, quoi, tu vois. Et la plupart des gens, c'est plutôt cette dernière position, c'est qu'on attend que ça passe en espérant que ça aille mieux, quoi. Tu vois, et c'est là où ça leur permet de pouvoir instaurer tout et n'importe quoi. Et ensuite, évidemment, là, ça a été en plus soutenu par les médias parce que j'ai plein de preuves là-dessus.
Je me souviens de cette histoire au niveau de l'Arc de Triomphe, par exemple, qui a été un sacré événement. Voilà, moi, j'étais en train de bloquer un endroit sur ma région. J'étais mettre dans un camping-car en train de bloquer, puis j'avais la télé en direct et j'avais des participants du groupe qui étaient montés à Paris justement pour manifester. Donc, j'avais l'écho des médias à la télé et sur mon portable, j'avais les images réelles sur place, quoi. Et c'était une opposition complète de l'idée, quoi. Hein, par exemple, à un moment donné, on voyait sur les Champs-Élysées la police qui, soi-disant, se faisait agresser. Et en fait, non, c'était un groupe qui s'est fait nasser. Et le fait de se faire nasser, il n'y avait pas d'autre solution que de se heurter vers la police pour pouvoir sortir de cette nasse. Et évidemment, derrière, il y avait les médias qui étaient en hauteur sur les toits des Champs-Élysées qui filmaient « Regardez, les manifestants, ils attaquent la police !» Et c'était archi faux, quoi, tu vois. Donc, c'est cette manipulation médiatique qui est hallucinante, parce que les médias, c'est tout simplement un outil du système. Tout simplement, les médias sont là pour nous dire ce qu'on doit penser et pas nous apporter une information éclairée, quoi, tu vois. Pour moi, je pense que ça a été vraiment, enfin, en tout cas pour moi, ça a été le moment de bascule. C'est-à-dire que moi, j'écoutais pas mal France Info ou France Inter, je me rappelle plus. Enfin, j'écoutais les médias et j'ai vu ce basculement. C'est-à-dire qu'au départ, ils géraient encore ça comme de l'information. Et à un moment donné, enfin, j'ai entendu surtout cette façon de présenter les choses où il fallait vraiment, c'était les gros méchants, quoi, les gilets jaunes, et il fallait inverser la tendance. Et ça m'avait marqué, donc à partir de là, j'ai commencé un peu à m'éloigner de l'information mainstream officielle, on va dire. En tout cas, à la regarder avec un œil. Enfin, voilà, j'étais plus trop d'accord avec ce que j'entendais. Parce que Avec un pour peu moi. plus de recul, quoi. Pardon ? Avec un peu plus de recul. Ouais, voilà, parce que autant je sais, on aurait pu on en reparlera dans une autre émission, mais toi, ça remonte à cette notion de complotisme, elle remonte à beaucoup plus loin. Il y a eu une bascule beaucoup plus en amont, il y a plusieurs années. Ouais. Moi, c'est à ce moment-là. Jusque-là, je ne me posais pas trop de questions. Mais là, j'ai vu qu'il y avait manipulation, qu'on rentrait dans un système de propagande et qu'il fallait absolument protéger l'État. On peut voir ça comme ça, mais en tout cas, c'était une élite qui a flippé, je crois, à ce moment-là. Et donc, voilà. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un sur un post, il disait, mais pourquoi sur Facebook, pourquoi les Français ne bougent pas ? Et alors, j'ai pris l'exemple, je lui ai dit, tu prends des souris ou des rats de laboratoire, tu les mets dans une boîte avec un grillage électrifié. Si le rat ou la souris bouge, elle prend une décharge. Alors, dans un premier temps, tu vas avoir les rats qui vont s'affoler dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, assez rapidement, ils vont devenir complètement amorphes. Et même, ça va même aller plus loin, c'est-à-dire que s'il y a des rats qui veulent encore se rebeller, ils vont les buter, les tuer. Et je dis, ben voilà, la violence, la répression qui a été mise sur les gilets jaunes, c'était la grille électrifiée. Et maintenant, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les Français ne bougent plus trop. Ouais, complètement. Parce qu'ils ont compris qu'en face, c'est pas pour rien, l'État a quand même pas mal investi dans du matériel. Et que maintenant, sortir dans la rue, gueuler, on a un appareil répressif derrière qui arrive et qui est quand même assez efficace. Il faut le reconnaître. Ok. Ne penses-tu pas que c'est voulu, justement, tu vois, un peu dans l'ingénierie sociale, tu vois ? On va y arriver. Alors moi, il y a un truc qui me frappe à un moment donné, c'était un soir, alors c'était le 15 avril 2019. Je ne sais pas si c'était quel jour de la semaine c'était, mais je vois la cathédrale Notre-Dame qui brûle. Alors, je me rappelle que le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est « Ah, maintenant, les gilets jaunes, c'est terminé ». C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment le truc, l'élément qui arrivait et qui faisait que quelque chose de grave se passait, et donc qu'il allait avoir plus ou moins une unité nationale, en tout cas que le problème des gilets jaunes allait devenir secondaire. Donne-moi ton avis sur ça.
Ah bah complètement, ouais. Ouais, complètement. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que leur technique, c'est toujours de la manipulation de l'émotion, quoi. Et là, ça a été un des meilleurs outils. En plus, Notre-Dame, c'est quand même, voilà, c'est justement, ça crée une unité là, derrière Notre-Dame. Parce que c'est un peu l'emblème de la France, de Paris, tu vois. Donc, c'est le centre de la France, en plus, tu vois. C'est de là où partent toutes les mesures kilométriques du pays, tu vois. Donc, c'est vraiment un symbole fondamental là-dessus. Mais voilà, bah, c'est un outil. Puis tu vois, quand tu décortiques ensuite après cette situation, bah, tu comprends que c'est encore de la manipulation, quoi. Faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, en 2026, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a mis le feu à Notre-Dame et que pour info et hein? On cherche même pas à comprendre. Non, tout le monde s'en fout, L'enquête est en pleine stand-by. On cherche pas à comprendre. mais je veux dire, on peut comprendre, eh ben, il y a eu plein d'expériences qui ont été réalisées. Une poutre qui a 800 ans Mmh. de chêne, c'est pas un mégot posé dessus qui l'a fait prendre feu. Et c'est même pas un courjus Même un électrique. chalumeau, quoi. Même un chalumeau, comme tu dis. D'ailleurs, il y a des expériences, il y a des mecs qui ont fait des Ouais, expériences sur Internet. Ça ne prend pas feu comme ça. Mais, comme tu l'as dit, tout le monde s'en fout. Alors, on va rester un instant sur Notre-Dame parce que j'ai partagé il n'y a pas longtemps, parce que je voulais qu'on... Cette cathédrale a été transformée. mmh. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis. Alors, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une anecdote que racontait Stoker, alors je ne me rappelle plus de son prénom. C'est un mec de GPTV, c'est une chaîne qui fait de l'information. Et donc, il rapportait une anecdote que lui avait dit une personne qui était magistrate, donc plus ou moins quelqu'un de sérieux, on va dire, qui lui expliquait une histoire. C'était une meuf qui travaillait dans un À la chantier de la rénovation, rénovation. Tu as peut-être entendu parler. bien sûr. Et, euh, et donc, un soir, elle avait oublié, pendant la rénovation de la cathédrale, elle avait oublié un document, un dossier. Et donc, elle avait les clés, puisqu'elle était bien placée, elle avait les clés de la porte pour entrer dans la cathédrale. Elle rentre, et là, elle tombe, elle voit un halo de lumière au milieu de la cathédrale, et elle voit une série de gens qui sont rassemblés, visiblement en toge, en tenue. Et ce qui la frappe, c'est C'était carrément une cérémonie, hein. C'était plus ouais, ouais, que des c'est une gens en toge, hein. cérémonie, C'était une exactement. cérémonie. Et donc, ce qui la frappe, alors là, je sais que la plupart des gens qui vont nous écouter, j'ai mis l'interview de Stoker sur mon X, les gens peuvent la retrouver facilement. Elle voit au milieu de cette assemblée Emmanuel Macron. Apparemment, elle est prise de panique, personne ne l'a vue sûrement, et donc elle s'enfuit sans aller chercher son dossier qu'elle était venue chercher. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que le satanisme a sa part dans tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a une relation avec ça. Alors je voudrais juste rappeler quand même pour les gens qui nous écoutent que aux États-Unis, il y a une liberté totale de religion, De culte, y ouais. compris le satanisme. C'est quelque chose qui est tout à Il y a fait... des églises, enfin des églises, il y a des temples Tout sataniques, à ouais. fait. Je me rappelle avoir vu sur une fiche Wikipédia d'un amiral qui était mort, mais j'étais allé me renseigner parce que j'avais appris qu'il était sataniste. Et effectivement, sur sa fiche Wikipédia, il faisait partie d'une église, de la Nouvelle Satan, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais le satanisme est totalement libre là-bas. Donc voilà, c'était une anecdote. On en croit, on la croit pas, c'est réel ou pas. Mais de toute façon, beaucoup d'éléments ont été modifiés dans cette cathédrale. On en reste là, mais on va en reparler du satanisme plus tard quand on va parler de l'affaire Epstein. Donc c'est pour ça, je veux que les gens aient cette notion-là, même si ça paraît incroyable, impossible, qu'à notre époque, on puisse encore parler de satanisme. C'est vrai que ça fait un peu médiéval, quoi. Ça fait un peu médiéval,
Mais, Égorger des poulets, enfin, si mais c'était que des cela poulets. dit, si on y réfléchit, quand on voit que Gaza, le Liban, tout ça, c'est parce que des gens pensent que le Machia va revenir. Dans le médiéval, on y est, quoi. Enfin, voilà. On arrive au 11 mars 2020. Alors, on sentait le truc venir, hein. Il y a quelque chose qui arrive de Chine. Et donc une maladie terriblement grave. On voit des gens tomber dans la rue. Les images sont terribles. Et donc, à un moment donné, le président va nous dire, nous sommes en guerre. Alors, moi, pareil, comme avec Notre-Dame, je m'étais dit, là, ça va finir, comme quoi je dois vraiment avoir l'esprit mal placé. Quand il a dit, nous sommes en guerre, moi, ce que j'ai entendu, c'est, nous sommes en guerre contre vous. Mais c'est ça. Alors, parle-nous de cette histoire de pandémie. On va parler d'après des injections. Mais là, cette pandémie, comment tu la vois, toi? Bah, déjà, quand il nous annonce que nous sommes en guerre, chaque mot a du poids, en fait. Parce qu'en fait, en stipulant que nous étions en guerre, bah, ça change complètement la situation, enfin, la position du président au niveau de prendre des décisions pas forcément démocratiques. Tu vois? Ça, il faut le savoir. Tu vois, il y a un langage politique là-dessus. Hein, ça change complètement la situation. Ce qui lui a permis pratiquement derrière d'imposer tout et n'importe quoi. Tu vois? Ce que je pense là-dessus, bah, maintenant, il n'y a, plus, il y a plus vraiment à penser. Maintenant on en est à la phase de passer pratiquement au jugement parce que bah, tout ce qui s'est passé, c'était pure et simplement, pour moi, une des plus grosses manipulations mondiales du peuple, hein, quelque part. C'est-à-dire de voir comment le peuple allait réagir, allait se comporter, ce qui va permettre par la suite de comprendre un peu comment réagissent les gens. C'est encore de la programmation mentale, hein, et aussi de l'étude, parce que tu imagines un événement aussi important, il y a des bureaux d'études qui vont décortiquer tous les éléments. Hein, la psychologie des gens, le comportement des gens, l'attitude des gens, tout est décortiqué pour pouvoir en tirer un dossier là-dessus, quoi. Maintenant, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de secret. Hein, c'est vrai que les complotistes de l'époque, et encore complotistes, moi je me suis fait détruire sur Internet par des gens que je respectais, tu vois, même je voulais leur apporter une solution pour que surtout pas ils subissent ce genre de truc, parce que c'était quelque part de vouloir les protéger, hein. Et en fait, ça a été hallucinant. Je me suis fait cracher dessus, insulter, on m'a tourné le dos. Enfin, c'était vraiment une expérience sociale assez intéressante, hein, parce que c'est hallucinant. Enfin, heureusement qu'on n'était pas en temps de guerre, parce que là, j'aurais fini dans un goulag, quoi, tu vois, grâce à eux, quoi, tu vois, parce qu'ils m'auraient tous balancé. Enfin, c'était hallucinant. Et alors que c'était une volonté vraiment de les protéger quelque part, quoi, tu vois. Et là maintenant, bah, il y a plus de secret, quoi. On est complètement maintenant dans la révélation des choses, hein. Regarde, ta Marc Doyer qui a porté plainte contre Pfizer il va avoir une répercussion là-dessus, hein. C'est-à-dire que c'était effectivement une injection expérimentale. Pourtant, c'était pas bien compliqué, hein. C'est là d'où c'est parti ma réflexion. C'est-à-dire que là, tu parlais de la Chine. Moi, à cette époque-là, j'étais en Asie. Tu vois, j'étais en vacances en Asie, aux Philippines, et en pleine période en fait du Nouvel An chinois. Donc, c'est là où les Chinois partent tous en vacances. Tu vois. Et donc, voilà, moi, je voyais les mêmes images, comme tu disais, les gens qui tombaient dans la rue. Enfin, tu vois, c'était un truc, mais hallucinant, quoi. Tu vois, t'imagines, t'es dans la rue, il y a quelqu'un qui tombe, raide mort. Enfin, c'était violent quand même, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ça va être cool. Au moins aux Philippines, il n'y a rien, tu vois, parce que c'était en Chine. Il n'y a rien. On va pas du tout voir de Chinois débarquer ici, parce que évidemment, avec un tel virus aussi mortel, bah, les gens ils vont être confinés dans le pays, quoi, tu vois. Et le jour de l'an chinois arrive, et là tu vois débarquer des charters entiers de Chinois, alors complètement paniqués, hein, tous évidemment avec leur masque, mais ça c'est un peu habituel chez les Chinois, mais ils étaient tous paniqués, tu vois, c'était hallucinant. Ils restaient en groupe, tous masqués, enfin c'était incroyable. Et là j'hallucinais, quoi. Je fais, bah, attends, c'est quoi le truc? Il y a un virus qui est ultra mortel, où les gens tombent comme des mouches, et en fait, au lieu de préserver et de confiner les gens dans leur pays, non, c'est allez-y, partez tous en vacances à travers le monde. Là, je dis, mais c'est complètement débile ce truc, quoi. Donc déjà, en plus, j'ai eu peur parce qu'il y avait des confinements à droite et à gauche, tu vois, il y avait même des aéroports qui se bloquaient. J'ai eu peur de me retrouver bloqué carrément aux Philippines.
Bon, après, je t'avouerai qu'il y a pire comme endroit, quoi. Mais voilà, pas pouvoir rentrer chez moi, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je devais rentrer par Hong Kong. Hong Kong, zone rouge, confinement, plus d'aéroport. Je suis passé par Shanghai. À Shanghai, j'arrive à Shanghai. Donc, sur mon départ, j'arrive à Shanghai. Shanghai, pas de masque, rien du tout. Il y avait juste un gars qui avait une caméra thermique, qui regardait même pas la caméra thermique des gens qui venaient d'Asie, tu vois. Il s'en fichait complètement, tu vois. Ok, très bien. Je rentre en France, je me suis en France, mais ils vont me tomber dessus, je vais me retrouver en quarantaine puisque je viens d'Asie. Voilà, ça va être un blocage. Donc je m'attendais vraiment à me faire bloquer à Paris. J'arrive à Paris, rien du tout, pas de contrôle, absolument pas. J'arrive à un portillon, présentez votre passeport. Ah ok, tu présentes le passeport, le portillon s'ouvre. Bah, à quel moment je vais me faire contrôler? Bon, je vais chercher mon sac, ok, je prends mon sac. Bon, j'attendais un contrôle, quoi. Même je me suis retrouvé devant la douane à attendre. Et le gars, il me regarde, fait: qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, rien, il n'y a pas un contrôle, tu as quelque chose à déclarer? Bah, non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrôle là-dessus avec cette histoire de pandémie, tout ça. Non, 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 vas-y, c'est bon, vas-y, rentre. Hop, et je me retrouve à Paris, voilà, sans aucun contrôle. Et là, je trouve un peu bizarre leur truc, quoi, tu vois. Et ensuite, on commence à parler de vaccination, tout ça, de Pfizer. Ok, super, je regarde sur Pfizer, simplement, hein. Je regarde sur Pfizer et là, je vois injection expérimentale jusqu'en 2024. Et là, je me suis dit, attends, mais c'est quoi le truc là? Ils sont en train de proposer aux gens un vaccin qui a été conçu en quelques mois et en plus bien cité expérimental. En fait, c'était proposé aux gens de vivre une expérience avec leur propre corps, quoi, tu vois. C'est de faire des tests avec leur propre corps. Et c'est là où j'ai commencé à dire, attendez, allez les gars, regardez, il y a des trucs là. Mais non, mais n'importe quoi, t'es complotiste, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais va voir par toi-même. Il y a marqué expérimental, donc ne rentre pas là-dessus, quoi, tu vois. Et puis même un vaccin, il faut entre 10 et 15 ans pour le mettre en circulation. Là, il a été sorti en 6 mois. C'est pas possible, quoi, tu vois. Et donc là, je me suis retrouvé vraiment être en opposition, quoi, tu vois. On va revenir sur l'injection, mais avant, je voudrais qu'on reste un peu sur ce moment de pandémie avant que le vaccin arrive. On a vécu vraiment un truc de fou. Ouais, c'est clair. À un moment donné, sur Facebook, alors, j'en riais à la fin. Je pouvais plus rien dire. Alors Ouais. évidemment, je n'étais pas d'accord, donc j'essayais de trouver des choses sur Internet qui fassent réveiller un petit peu la conscience déjà sur ce qui se passait. Mais rapidement, Facebook m'a blacklisté. Et donc, je pouvais mettre juste un commentaire salut, bonjour sur post d'un ami. Paf, vous avez enfreint les règles de la communauté, vous êtes banni 30 jours. Et j'ai accumulé un nombre pas possible de bannissements comme ça, c'était hallucinant. Alors effectivement, à un moment donné, ils trouvent la solution. Donc ils font un vaccin en 6 mois, comme tu l'as dit, alors qu'il faut plusieurs années. Donc là, évidemment, là, mon bon sens, j'aurais imaginé que le bon sens de tout le monde l'emporte et se dise non, mais quand même. Plus ma mère avait eu le Covid sans être vaccinée à un moment donné. Bon, ben, un jour, je suis passé la voir. On prenait une sorte de sécurité, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, j'ai le nez qui coule, quoi. Mmh. C'était ça, la grande méchante maladie. Et donc, le vaccin arrive, et alors là, on est face... alors déjà, on voit des personnalités comme Raoult qui va parler, et se faire remettre en place par quelqu'un qui n'a même pas son brevet ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on des grandes autorités qui étaient reconnues, on ne se posait pas la question. On peut reprocher ce qu'on veut à Raoult, qu'il ait les cheveux gras ou ou qui parle comme il parle. Il n'empêche que c'était une sommité, enfin c'est une sommité dans son domaine. À travers le monde, en plus, À hein. travers le monde. C'était même, on pourrait dire, un peu l'orgueil français, là. Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Et non, ils vont se faire remettre en place, tous ces gens-là, tous ceux qui contredisent le narratif officiel. En plus, on va parler de l'ivermectine à ce moment-là, donc quelque chose qui aurait pu soigner les gens pour pas cher, qui était déjà en place, l'hydroxychloroquine, tout ça. On parle de ça, mais
Non, c'est balayé. Il y a même une usine de mémoire. Il y a une usine qui va cramer, je crois. Alors, donc, ce vaccin, donc, tu as commencé à en parler, mais tu, quelle explication tu trouves de vouloir forcer la main absolument? Alors, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est quoi le but de ça, de la manœuvre? Bah, il y a plusieurs niveaux. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas qu'un seul axe hein, dans ce type d'action. Hein. D'ailleurs, le deuxième élément qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est là où j'ai accentué justement encore plus mes recherches par rapport à ça, c'est que 6 mois avant, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu l'événement qui s'appelle Event 201. Tu vois. Et Event 201, donc je vois ça avant de partir en Il y Asie, a un parce que octobre 2019, je crois. Ou septembre-octobre, ouais, par septembre, là. ouais. Ouais, ouais. Et là, tu as évidemment toujours les mêmes, Gavi avec Bill Gates, la CIA, enfin tous les l'OMS, enfin toutes ces organisations qui sont évidemment détenues par le système, quoi, tu Donc, vois. Et explique ce que. Voilà. voilà, ils simulaient en fait, voilà, c'était juste un exercice. Hein, on ne sait jamais, mais on préfère se préparer avec l'OMS. C'est si jamais on a une pandémie mondiale, comment il va falloir réagir. Hein, donc voilà, et donc ils mettaient en place toute l'infrastructure en fait déjà du Covid en fait. Hein. Par exemple, entre autres pour les complotistes, comment faire sur ceux qui sont réfractaires bah, c'était la censure, les blocages, voilà, tous les éléments que l'on a tous subis, tu vois. Donc c'était déjà anticipé tout ça. C'était juste un virus qui venait du Mexique. C'était une grippe porcine, encore une fois, tu vois, une grippe porcine. Mais ça remonte encore plus loin. Ça remonte encore plus loin. H5N1, qui était déjà une première expérience. H5N1, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est comme un projet. Tu vas mettre un projet en place et ce projet-là, tu vas l'analyser et comprendre quels sont les points forts, les points négatifs. Et sur H5N1, justement, il y a eu différents éléments qui ont été fondamentaux au niveau de la manque de prise en fait de ce H5N1. C'est que les médias n'étaient pas subventionnés, hein, ou pas encore assez. Les médecins n'étaient pas subventionnés non plus, tu vois. Et donc déjà, ces éléments-là sont fondamentaux au niveau de la prise de pouvoir là-dessus. Et en fait, de H5N1, parce qu'ils ont vu que ça n'a pas du tout marché, parce que les médias critiquaient cette injection, d'accord. Les médecins disaient, bah, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas, ça fait que 6 mois qu'il a été sorti, moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'injecter mes patients. Donc, du coup, bah, pas de soutien médical. Donc, sans ces deux éléments, bah, forcément, le projet, il a capoté, il est tombé à l'eau. Il n'y avait que le gouvernement qui poussait à cette vaccination. Donc, du coup, il y avait trop d'opposition. Donc, en fait, H5N1 a permis de déterminer les oppositions et ensuite de mettre un contrôle sur ces oppositions pour faciliter le Covid-19, tu vois. Donc, déjà cette chose-là, quoi. Et donc, quels sont les axes là-dessus bah, bien évidemment, l'argent prioritaire, hein, 34 milliards. Là-dessus, c'est fondamental. Quand tu vois qu'en plus, ceux qui ont lancé le Covid étaient actionnaires de Pfizer bien avant, donc t'imagines la plus-value qu'ils ont pris. Lorsque tu te positionnes en tant qu'actionnaire, en plus c'était des sacrées sommes, en tant qu'actionnaire avant le Covid où Pfizer ne valait pas grand-chose, et qu'ensuite il y a eu cette bombe du Covid qui a fait exploser les actions de Pfizer, et ils ont pris une plus-value monumentale, d'où leur intérêt aussi d'axer les gens à cette vaccination, parce qu'il fallait mettre en place là-dessus, quoi. Ensuite, un autre axe, et ça je rejoins ton idée un peu de satanique, hein, c'est que tout simplement, bah, il y a une guerre contre les peuples, quoi, tu vois. Il y a une volonté de réduire, hein, c'est un peu l'eugénisme, quoi, hein, le côté un peu nasillon, quoi, tu vois, c'est de réduire la population mondiale. Et ils ne s'en cachent pas, puisqu'ils en ont même fait un monument, hein, qui s'appelle donc les Georgia Guidestone, hein, en Géorgie, aux Tout à fait. États-Unis, où tu as carrément un monument qui t'explique, pour sauver la planète, premier élément, c'est de réduire la population à 500 millions d'habitants. Pourquoi 500 millions d'habitants? Puisque ces 500 millions d'habitants permettraient simplement de faire fonctionner leur système pour les élites. C'est-à-dire que les élites, eux, sont tranquilles et ils ont ce staff de 500 millions d'habitants, de personnes, hein, d'habitants sur Terre, pour pouvoir faire fonctionner leur système. Et ils sont là-dedans parce qu'ils partent du principe qu'ils sont maîtres du monde et qu'il y a beaucoup de gens ce sont des gens parasites, tu vois, qui consomment leur matière première, tu vois. Et comme les matières premières se réduisent, et ben pour éviter que ces parasites consomment les matières premières qui sont en train de se réduire, c'est tout simplement de les réduire, tout simplement, quoi, tu vois, de réduire la population. Donc tu vois, il y a ces deux axes-là. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Et puis aussi bah, l'analyse, le contrôle, hein, puisque la dernière, là-dessus, dans leur projet de nouvelle gouvernance mondiale, hein, de forum économique mondial, de tout ça, c'était aussi de prendre le contrôle aussi sur le peuple. Avec l'histoire du QR code, voilà, hein, on va mettre sa fiche, on va mettre son pièce d'identité, on est fiché, on ne peut pas voyager sans avoir ton carnet de vaccination complet. Enfin voilà, c'est un contrôle du peuple. Parce que justement, quand tu parles d'éveil un peu du peuple, on est là-dedans. Hein, c'est peut-être, je sais pas, après c'est un peu ésotérique, mais c'est vrai que nous sommes dans la période, dans la période du Verseau, et c'est vrai qu'il y a une éveil. Hein, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a une éveil, il y a une prise de conscience en fait de l'humanité en globalité, tu vois. Et donc, c'est évidemment leur plus grande peur, hein, que les gens comprennent que finalement, c'est eux qui ont besoin de nous et pas nous qui avons besoin d'eux, tu vois. Donc il faut tuer cette idée, il faut écraser ces gens-là. Hein, on va les endormir avec les jeux, avec les drogues, avec l'alcool, avec les médicaments, avec tout ça. On essaie d'endormir les gens pour que cet éveil-là ne se fasse pas. Bon, cet éveil-là se fera de toute façon, mais ils ne pourront pas l'empêcher, mais ils veulent le réduire, ils veulent le ralentir, quoi, tu vois. Donc pour moi, tu vois, c'est ces trois axes-là, quoi, tu vois. Il faut, je comprends que les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas penchées sur la question, ça puisse paraître fou, tout ce qu'on est en train de raconter, donc parler de dépopulation comme ça. Mais encore une fois, on n'en parle pas comme ça ne vient pas de rien. C'est-à-dire qu'il y a un historique derrière. Je pense qu'on ne va pas développer forcément dans cette émission, dans ce live, cet historique, mais l'eugénisme, Huxley, les Rockefeller, comment ils ont aidé par rapport au nazisme. Il y a un véritable historique d'eugénisme qu'il faudrait remonter dans les années 1920 pour le voir plus concrètement. Je pense que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, juste pour qu'on fasse une parenthèse. Oui, mais même, c'est quand même très loin parce que c'est même un programme dynastique, quoi, tu vois. C'est pas un projet, t'imagines bien, c'est pas un projet qui a été monté il y a 15 jours. C'est un projet de génération en génération qui était donc la volonté de prendre le contrôle du peuple, tu vois, principalement le contrôle du monde, en fait, hein. Hein, puisque là, maintenant, on arrive avec des entreprises qui ont un PIB supérieur à des pays, tu vois. Donc, quand tu as une telle puissance, je prends l'exemple de BlackRock, quand tu as une telle puissance de l'argent, bah, tu deviens maître du monde, quoi. Donc, à un moment donné, bah, une fois que tu es maître du monde, bah, maintenant, c'est la phase suivante, c'est de mettre tout simplement le peuple en esclavage. Ceux qui sont inutiles, comme ils le disent, bah, c'est de les dégager, tout simplement, et garder ceux qui sont utiles. Enfin, voilà, quoi. En plus, là, on rentre dans la robotique, dans le transhumanisme, dans tout ça. Donc, voilà, ça, c'est encore leur projet, tout ça. C'est vraiment Encore une fois, il faut se rendre compte que, par exemple, en 2025, les seules lois qui ont été votées de mémoire vraiment importantes par la France, c'est le projet de fin de vie, quoi. Si tu te sens inutile, et ça, c'est pas qu'en France, c'est en Belgique. D'ailleurs, ils ont passé les 5000, je crois. Je sais plus si c'est en Belgique ou au Canada où ils ont passé les 5000 personnes qui ont demandé à partir. Mais c'est terrible quand même quand on y pense pour cette vision-là. c'est économiquement intéressant pour eux, hein. Oui, une vision économique, ouais, là, effectivement, on comprend mieux. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'en ce moment, ça sort enfin. Il a fallu du temps, mais on voit des choses sortir. Même, j'ai entendu Raoult, alors c'était quelqu'un d'assez prudent quand même sur l'aspect des cancers, des turbo-cancers et tout ce qui s'ensuit. Oui, on peut le dire maintenant, c'était une vraie saloperie, cette injection, qui a fait des dégâts énormes. Moi, de mémoire, en 2022, oui, c'est 2022, je crois. C'est la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Autour de moi, 3 personnes sont décédées chez elles. On a retrouvé leur cadavre en décomposition. C'est pas commun quand même, tu vois. Ça peut t'arriver une fois dans la vie, mais alors, en l'espace d'un mois, 3 personnes qui décèdent chez elles et que les pompiers viennent chercher, alors c'était assez marquant. Moi, autour de moi, il y a des personnes qui sont parties, des personnes proches des fois. Il y a eu pas mal de monde qui sont morts.
Toujours de mémoire, je crois que c'était janvier de l'année dernière, où il y a eu au final plus de morts en France que pendant la pire période du Covid. Mm. Euh, Alors, le taux de mortalité est passé devant le taux de natalité, quoi. voilà. Il y a, ça aussi, il y a un aspect fou. Enfin, je veux dire, quand on y pense, injecter les femmes enceintes avec un produit expérimental, mais on a perdu la raison, quoi. C'était le Ah, mais bon sens, c'est bon sens, ouais. Mm. incroyable. Alors que logiquement, on ne donnait même pas du Doliprane aux femmes enceintes, quoi. Tu vois, et on injecte un truc expérimental. Ah, moi, ça m'a affolé, quoi. Je m'arrachais les cheveux, hein. D'ailleurs, j'en ai plus, mais c'est c'est peut-être pour ça. Mais c'était incroyable, quoi. Comment on a pu accepter tout ça? C'est hallucinant, les gens. La faiblesse du peuple, c'est incroyable. Même, tu voyais, à peine ils annonçaient, on va faire peut-être une énième injection. Dès le lendemain, tu avais une queue de 200 mètres pour être sûr d'avoir l'injection. Tu vois, des gens qui manifestaient, on veut les vaccins, on veut des vaccins. Enfin, mais où on est, quoi, tu vois, c'est compliqué, hein, quand même, hein. Ah ouais. Alors, c'est marrant parce que, en fait, bon, ça n'a rien de marrant, mais j'étais dans un boulot il n'y a pas très longtemps et la comptable est décédée à un moment donné. On l'a retrouvée, elle est morte comme ça, elle avait, je sais pas, 50 ans et quelques, ou un truc comme ça. Et, et j'ai vu la réaction au moment de la pause de mes collègues. Et la première réaction, c'est mais on nous a injecté une saloperie. Alors que vraiment, tous, ils étaient hyper vaccinés, ils avaient pris toutes leurs doses et tout ça. Et donc, tu sens que chez un peu tout le monde, quand même, il y a ce réflexe de se dire il se passe quelque chose. Même la personne qui est dans le déni le plus total, elle commence quand même à douter de ce qui arrive. Donc c'était frappant. Tu vois que malgré tout, il y a quelque chose qui se produit. Le déni, en fait, ça peut tenir jusqu'à un certain temps, mais à un moment donné, quand même, la réalité, elle frappe, et puis et donc on en est là. Je voudrais juste aussi dire quelque chose, c'est les laboratoires se sont débrouillés pour ne pas être responsables. Ni les médecins, ouais. Alors, justement, apparemment, la responsabilité incombe à celui qui injectait. Je crois qu'au niveau juridique, Ils n'ont pas signé un papier qui valide ça, non? alors, tu étais censé Je être. parle des gens injectés, hein. Hein? Tu Je crois parle des qu'il gens injectés, moi, je sais tu pas, crois qu'il signait un papier? je sais pas, je sais pas. Ah, moi, j'ai pas été injecté, donc je pourrais pas te dire. D'accord. Euh, Non plus, tu vois, j'ai même pas eu un test PCR dans le nez, tu vois. alors, pour l'anecdote, je me suis retrouvé il n'y a pas très longtemps hospitalisé, et éventuellement, je devais être transféré à Sainte-Afrique pour un truc. Et donc, pour la première fois de ma vie, on m'a dit, en 2026, hein, à Sainte-Afrique, ils ne prennent que les personnes qui ont fait le test Covid. Et donc, la bonne femme est arrivée avec son petit bâtonnet en 2026. Et pour la première fois, on m'a foutu ce putain de truc dans le nez. Donc, je ne sais pas comment. Il paraît qu'il y a des gens qui l'ont fait plusieurs fois. Ils ont dû, je ne sais pas à quoi ressemble leur nez maintenant. Parce que c'est une horreur. Ça fait un mal de chien. Vraiment. Hein, Ah, parce qu'ils vont chercher très loin, ouais, c'est c'est, incroyable. bon, on ne me le refera plus. Hein. Je l'ai fait une fois, mais en Heureusement, 2026. maintenant, voilà, il y a plus de doute là-dessus. C'est-à-dire que là, maintenant, tout est sorti. Comme je te disais, Marc Doyer, hein, qui apportait des éléments, effectivement, c'était expérimental. Donc, déjà là, en plus, ça remet tout à fait en cause le ministre de la Santé à l'époque. Hein, parce que souviens-toi, Ferrand qui disait mais n'importe quoi, ne croyez pas les complotistes, c'est pas du tout expérimental. Les essais ont été faits, les essais sont concluants. Vous pouvez vous faire vacciner en toute sécurité, il y a strictement aucun risque. Alors que tous les dossiers, hein, lui, il est ministre de la Santé quand même, hein, le dossier était largement disponible, comme quoi ils n'avaient aucune réalité sur l'efficacité du vaccin. Ils avaient décelé pas mal d'effets secondaires. Enfin voilà, il y avait rien de fiable là-dessus. Et ils ont validé ce produit-là, quoi, tu vois. Maintenant, tu pars aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est complètement dévoilé. Tu as Fauci, qui était le ministre de la Santé à l'époque, qui est maintenant, il passe au tribunal pour avoir utilisé des capitaux, enfin de l'argent des Américains pour générer des gains de fonction sur ce fameux virus qui a été créé sur Wuhan. Tu vois.
Donc maintenant, voilà, et après, maintenant, on ne peut pas dire, ouais, tu es complotiste ou quoi que ce soit. Là, si quelqu'un Non. me dit que tu es complotiste, c'est que tu es Ouais. enfermé dans une bulle et que tu n'as fait Ouais. strictement aucune recherche et tu restes dans l'ancien logiciel. Parce que maintenant, même là, à l'heure actuelle, là, l'organisme de la santé, même des médicaments en Europe, a effacé toutes les déclarations d'effets secondaires. Hein, voilà, là j'ai vu ça dernièrement, là justement avant le live. Voilà, il a effacé tous les éléments, enfin toutes les déclarations d'effets secondaires. Voilà, ils sont en train d'effacer les preuves en fait, tout simplement, Ouais. parce que forcément, à un moment donné, et ça part quelque part des États-Unis, parce que l'Europe est tout doucement en train de bouger, parce que tu vois, hein, Parlement européen, il y a pas mal de députés qui prennent la parole par rapport à ça, hein, qu'il y a eu manipulation, que le vaccin n'était pas efficace, que von der Leyen s'est gavé dans tous les sens. Hein. Là, on lui demande d'apporter justement toutes les communications qui avaient été faites sur les négociations au niveau du virus. Donc là, c'est carrément passé au tribunal, hein, d'accord. Et le tribunal lui demande d'apporter les preuves. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'autruche. C'est-à-dire qu'elle est complètement hors la loi, t'imagines, quoi, Ouais. où on en est. Hein, c'est-à-dire qu'on lui demande d'apporter les éléments, elle fait, ouais, elle est au-dessus de tout, quoi, tu vois. Elle ne veut pas apporter les éléments. C'est une obligation, elle est carrément hors la loi depuis septembre 2025, je crois, tu vois. Donc c'est hallucinant. Les choses avancent. Maintenant, évidemment, il y a un tel blocus par rapport à ça, parce qu'ils savent très bien qu'il y aura forcément des responsables de tout ça. C'est que là, bah voilà, il y a une guéguerre entre ces deux factions, quoi, tu vois. Donc, effectivement, ouais, on sent bien que, en principe, dans un monde normal, la justice devrait commencer à faire aurait depuis belle lurette dû faire un petit peu son travail. Il devrait y avoir on devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été fait, et est-ce que ça a été bien fait ou pas. Mais non, là, il y a un événement qui va arriver le 24 février 2022 qui va remettre une pièce dans le jukebox. Le scénario continue. La guerre en Ukraine. Alors là, on ne parle plus de Covid. Ça efface directement tout le problème Covid. Et là, en 2022, bon, ben, maintenant. Et aussi le Covid a tué les gilets jaunes, faut pas oublier. Ouais. Tu vois? Bien placé le truc, hein. Oui, oui, non, mais là, on voit. Encore une fois, quand j'ai travaillé, j'ai réfléchi sur les moments clés des 6-7 dernières années. Et, c'est un vrai scénario de film. Complet, ouais, complet. On est dans C'est merveilleux, là. Tout s'enchaîne, vraiment. Moi, je le prends comme ça, je t'assure. Moi, ce que je vois quand voilà, je suis vraiment très passionné là-dessus parce que justement, c'est une des meilleures séries, quoi. C'est une des meilleures séries parce qu'on Carrément. la vit cette série. On est en plein dans cette série, quoi. C'est ça, C'est un film, ça, quoi. c'est ça le problème, c'est qu'on est un peu impliqué quand même dedans. Donc, la Ouais. guerre en Ukraine, toi, tu vois ça comment alors? Parce que c'est pas anodin l'Ukraine. C'est au niveau historique, on en avait déjà parlé dans le précédent. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Qu'est-ce que ça représente l'Ukraine? Qu'est-ce que cela représente? Bah déjà, avant toute cette guerre, l'Ukraine était considérée comme le pays européen le plus nazi. Hein, on le voyait passer à la télé, regardez ce qui se passe en Ukraine, les gens avec le bras en l'air, voilà même sa position par rapport à la dernière guerre. Voilà, c'était vraiment un pays qui était vraiment catalogué comme pays nazi. Hein. D'ailleurs, on le voit, tout cela. Donc voilà. Donc là, il y a déjà cette image-là. Donc d'ailleurs, c'est pour cela que j'étais relativement étonné d'un tel soutien par rapport à ce pays, puisque quelques années avant, il crachait sur l'Ukraine en disant que c'était un pays nazi, et là maintenant, c'est le pays qu'il faut absolument le sauver, quoi. Ah, pays Maintenant, comment je nazi vois et corrompu. oui, ouais, n'en parlons pas, corrompu à tous les niveaux, trafic de tout, trafic d'enfants, de femmes, d'armes, de drogue. C'était le pire pays de l'Europe. Le pire pays de l'Europe. D'ailleurs, très utilisé par ce qu'on appelle l'État profond, puisque c'est leur plateforme, c'est là où ils faisaient du blanchiment d'argent. Parce que derrière, on peut voir que le fils de Biden, avec Burisma, je crois, un truc comme ça, avec une autre société, tu vois, une société d'énergie, quoi, où il était financé par eux. Enfin, voilà, c'est un pays de magouille, quoi, tu vois. Donc après, arriver et me dire, ouais, voilà, c'est le pays qu'il faut sauver, ça m'a fait relativement rire. Après, tu commences à décortiquer. Bah là, on est encore dans un film. On est encore dans un film, parce que tu vois le petit Zelensky. Comment placer le Zelensky? Bah, tout simplement, tu crées une série télévisée,
Hein, donc lui, il était un acteur. Hein, tu peux revoir des photos où tu le vois en train de danser comme une petite sauterelle, là, tu vois. Tu le vois dans les bras d'Epstein, tu le vois dans. Voilà, c'est un produit du système, tu vois. Donc, comme n'importe quel produit du système, tu l'utilises. Donc, pour toujours avoir l'opinion publique, il faut le manipuler. Le manipuler par une série. Donc, pendant, je ne sais plus, 2 ou 3 ans, il y avait une série sur un président qui était un président révolutionnaire, qui était là pour le peuple, qui était là pour sauver le peuple. Tu vois, tout est là-dessus. Même à un moment donné, tu le vois, il rentre dans un tribunal, il tue tous les corrompus de l'Ukraine. Tu vois, donc c'était vraiment le salvateur en fait de l'Ukraine, quoi. Tu vois, donc on programme en fait ce message-là dans les esprits. Fin de série, boum, les présidentielles comme par hasard, bah, lui il se présente. Évidemment, avec une cote de popularité monumentale, hein, puis même il voulait sauver l'Ukraine, apporter la démocratie, enfin tout ce qu'on va raconter pendant une élection, puisque n'importe quelle, d'ailleurs en France c'est la même chose, hein, mais tu peux raconter, tu peux promettre n'importe quoi pendant les élections, tu n'as aucune obligation de l'appliquer. Donc à partir de là, elle est belle la démocratie, tu vois. Donc regarde Macron, hein, il n'y aura plus personne dans les rues, je vais pas toucher à la retraite. En fait, il nous a raconté tout ce qu'on voulait entendre, c'est tout pour avoir des lois. L'Ukraine, c'était pareil. Donc lui, on le met en avant. Même, il avait mis en avant aussi le fait qu'il allait protéger le Donbass. Tu vois, donc d'ailleurs, il a gagné grâce aux voix du Donbass et de Donetsk, quoi, tu vois, de cette région-là, quoi, tu vois, en disant je vais vous protéger, je vais vous aider, je vais vous sauver, on va plus vous bombarder, voilà. Donc il a récupéré parce que là ils ont eu une lueur d'espoir en fait avec lui, quoi, tu vois. Donc évidemment, tout le monde vote pour lui, il se retrouve président, et voilà en fait, là on en est sur le démarrage. Démarrage. Il y avait quand même des accords de Minsk qui avaient été signés avec l'Allemagne et la France, qui eux étaient les garants de ces accords de Minsk pour protéger justement cette région du Donbass, qui finalement, bah, l'Ukraine quand même bombardé son propre peuple, quoi, tu vois. Et cette intervention russe, elle est due tout simplement puisque l'Ukraine était en train de préparer massivement une armée monumentale pour venir attaquer l'Ukraine. Et c'est là où, en fait, Poutine a pris à contre-pied. Il a fait ce qu'on appelle l'opération spéciale, où il est venu contrer, en fait, cette attaque. Pourquoi cette attaque? Parce que dans une gouvernance mondiale, tu ne peux pas, tu dois avoir le monde entier. Tu ne peux pas avoir qu'une partie du monde, sinon c'est plus une gouvernance mondiale. Sauf que le problème de la Russie, c'est qu'elle est relativement autonome. Déjà, elle a payé sa dette aux Rothschild. D'ailleurs, depuis, les Rothschild n'ont plus le droit de poser un pied en Russie. Hein, ils sont interdits de territoire là-bas. Donc, ils ne doivent plus rien du tout au système financier. Mais en plus, énergétiquement et politiquement, ils sont complètement autonomes. Hein, la Russie, elle peut très bien fermer ses frontières et réussir à vivre sans aucun problème, tu vois. Bon, bien sûr que le business, pouvoir vendre des matières premières, c'est quand même mieux pour lui. Mais il est autonome, ce pays-là. Et donc, eux, leur projet, c'était de créer un tel conflit pour justement récupérer la Russie. Tu vois, d'ailleurs, il y a un projet qui était au Pentagone, qui était de démanteler la Russie, hein, partitionner la Russie pour pouvoir récupérer les matières premières. C'était la volonté initiale, quoi, tu vois. Sauf que, évidemment, c'est là où Poutine a été intelligent là-dessus, parce qu'il a très bien compris la situation, c'est que lui, bah, depuis pas mal d'années, quand il a vu que les accords n'étaient pas respectés, qu'en fait, il a essayé même de rentrer dans l'Europe. Il avait fait plusieurs propositions pour pouvoir entrer dans l'Europe, ce qui aurait complètement sauvé l'Europe, hein, de toute façon. Parce que tu imagines économiquement le pouvoir que l'on aurait eu si, depuis 2010, par exemple, on était lié à la Russie avec toutes les matières premières pas chères de la Russie. On serait développé économiquement. Sauf que pour les États-Unis, ce n'était pas intéressant qu'il y ait un bloc européen. Donc, il fallait aussi tuer ce bloc européen. Tu vois. Et donc, voilà, d'où la situation en fait actuelle, quoi, tout simplement. Et là, comme ce projet était le projet de l'État profond antérieur de Biden et tout ça, donc c'est là où on peut voir que finalement, cette guerre-là, bah, à ce moment-là, Poutine s'est retrouvé plutôt en défense, en position défensive. Tu vois, pendant pratiquement tout le mandat de Biden, il a pratiquement pas du tout grignoté de terrain. Il s'est retrouvé, il a protégé le Donbass et le Lugansk et Donetsk, quoi, tu vois. Certes, il y a toujours un intérêt économique, hein, puisque cette partie-là, il y a énormément de terres rares, il y a différentes choses qui sont très intéressantes économiquement. Ça, c'est indéniable, c'est une certitude. Mais en fait, il empêchait aussi, puisqu'ensuite, après, avec cette opération spéciale, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bases militaires de la CIA à la frontière russe,
tu vois, qui contrôlait quelque part l'information russe, tu vois, l'écoute sur la Russie. Tu avais aussi une trentaine de labos scientifiques où eux, ils expérimentaient certains virus, voire même des virus génétiques, c'est-à-dire des virus qui étaient orientés vers une catégorie de gènes. Tu vois, c'était entre autres, évidemment, c'était des Russes, enfin le gène russe. Tu vois, ils voulaient un virus typique génétique, en fait, tu vois. Donc voilà, ils étaient dans ce délire-là, quoi, tu vois. Donc évidemment, tout ça, ça a explosé, quoi. Par rapport au labo, il faut comprendre que je crois qu'il y a une loi aux États-Unis qui interdit en fait de faire des recherches sur le sol américain. Et donc, vraiment, les Américains étaient vraiment intéressés par l'Ukraine, vu le niveau de corruption. Enfin, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait personne pour venir Oui, vous embêter. absolument pas. Ouais. Au passage, on remarquera que dans ce monde parallèle qu'on voit à la télé, donc on vient de donner 90 milliards, je crois que l'Europe vient de débloquer 90 milliards pour l'Ukraine. Voilà, on est content. Prêté, hein, prêté. Prêter, oui, 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 mais quand tu prêtes à quelqu'un qui ne te rend pas, c'est un don. Oui, parce qu'ils partent sur le principe qu'ils nous le rendront quand la Russie paiera les dégâts de la guerre. Oui, donc ça sous-entend que la Russie va perdre. On n'est pas rendu alors avec ça. Sur il va payer ça, tu vois. C'est eux qui les attaquent, mais en plus, après, il va réparer leur bordel. T'as raison. C'est quand donc, même 16 milliards pour la France. Hein. pardon? C'est 16 milliards pour la France. Ouais, ouais, ouais. Hein, quand on Non, nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, non, hein, non, non, mais ça, les 16 milliards, c'est sur le dos des Français quand même. Hein. je, alors c'est intéressant parce que ça, petit à petit quand même, on voit bien que où on va, mais quand on réfléchit d'où on vient, on voit bien, on commence à voir un petit peu où on va quand même parce qu'il y a une accumulation, ce monde virtuel là qu'on nous propose à la télé, cette France virtuelle qui va tellement bien qu'elle va donner des milliards à l'Ukraine et, et donc ça entendrait que nous on va très bien, que tout va bien, y a pas les Français sont des gens heureux. Mais attention, c'est leur programme, hein, tout ça. Hein. Oui, oui. C'est leur programme. Hein. Regarde l'Allemagne, elle est en train de se développer militairement. Elle est en train de devenir l'une des armées les plus puissantes en Europe, tu vois. Ils veulent avoir 200 000 soldats, je crois. Ils sont vraiment en train de mettre un budget monumental là-dessus. Et voilà. Et en plus, là, à l'heure actuelle, sur les dernières news, c'est qu'ils veulent intégrer l'Ukraine à l'Europe. Pourquoi intégrer l'Ukraine à l'Europe? Puisque dès la mesure où l'Ukraine étant un pays européen, si elle se fait attaquer par la Russie, bah, c'est toute l'Europe qui va se battre contre la Russie. D'accord. Et Mais là, c'est leur volonté. Pourquoi là-dessus? Parce que l'Europe, elle est morte. Et elle est en train de mourir. Donc, ils essayent vraiment le dernier coup monumental. Ça va être tout simplement, et d'ailleurs, c'est préparé, c'est qu'ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire si on rentre en guerre contre la Russie? Avec des pays qui sont surendettés, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il n'y a plus tout ça. Ben, ils l'ont déjà préparé. Au niveau de la législation, c'est déjà mis en place. C'est tout simplement la mobilisation de nos comptes bancaires avec, comment dirais-je, un soutien militaire du peuple, si tu veux, tu vois, pour la démocratie, tu vois. on, On on est dans le savait. dépouillement du peuple, en fait, destruction du peuple par le virus. Et maintenant, seconde phase, c'est de voler, en fait, le peuple. Mais là, par rapport à l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, de se mettre donc à défendre l'Ukraine contre la Russie, on voit bien que ce qui marche d'un côté peut aussi poser problème de l'autre, puisque on a Israël qui commence un petit peu à s'énerver contre la Turquie. Et la Turquie fait partie de l'Europe. Alors, il y a l'Espagne aussi, en plus, il s'énerve aussi contre l'Espagne. Donc, est-ce qu'on va rentrer en guerre aussi avec Israël, du coup, s'ils attaquent la Turquie? Tu vois, là, on commence à se. On peut se poser En la question, hein. Mais je pense pas, non. Je pense pas, non. tout cas, voilà. Trop de pouvoir, Israël, trop d'influence, trop de corruption grâce à Israël. Regarde la France. Il y a plus de 40 députés qui sont double nationalité. Regarde ce qu'ils veulent nous coller, la loi Yadan, pour empêcher de critiquer ce gouvernement, tu vois. Donc voilà, non, ils ont un tel pouvoir mondial, c'est monumental. C'est monumental. Donc là, je t'avouerai, sur la Turquie, j'attends de voir la suite, effectivement. Mais il y a quand même l'Iran qui pousse derrière et quand même Israël subit de sérieux dégâts quand même hein, sur Tel Aviv. Tel Aviv, on dirait presque Gaza, quoi, tellement c'est détruit, quoi, tu vois. Et donc, justement, on arrive à Israël. C'est là où Israël rentre dans le film.
Vraiment. On est le 7 octobre 2023. Et donc, il y a une attaque sur Israël. Donc, ils vont prendre du temps à réagir. Il va y avoir, toujours de mémoire, 1400, un peu plus de 1400 victimes, je crois, à ce moment-là. Donc là, on a rapidement, en fait, hein, pour celui qui se renseignait, qui allait chercher les infos dans les journaux israéliens, à Haaretz, entre autres, on sait qu'il y a eu beaucoup de doutes sur qui a tué tous ces gens qui étaient à cette fête, entre autres, au moment de l'attaque du 7 octobre. Et là, on parle ce on va appeler la doctrine Hannibal. Alors moi, je ne connaissais pas jusqu'à ce moment-là. Mais grosso modo, pour expliquer à tout le monde, la doctrine Hannibal, c'est un otage vivant, c'est un problème, un otage mort, c'est un héros. Donc en gros, c'est les Israéliens qui vont tirer dans le tas et qui vont tuer autant des personnes du Hamas que des Israéliens qui étaient présents. Et ça, le journal israélien qui avait sorti cette histoire l'a vu parce que tout simplement, les personnes ont été tuées depuis des hélicoptères avec des balles israéliennes. Oui. D'ailleurs, il y a eu un témoignage du pilote d'hélicoptère. Tout à fait. Moi, je ne voyais pas du tout la différence entre un Israélien et un gars du Hamas. Et donc, du coup, bah, pour être sûr de tuer le terroriste, eh ben, on tirait dans le tas, quoi. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur la soirée qu'il y avait eu. Là, les voitures, elles sont détruites. C'est pas avec des lance-roquettes que tu peux détruire, brûler toutes ces voitures. C'est forcément une intervention militaire. Ouais. Tout à fait. Et visiblement, d'ailleurs, la doctrine Hannibal est quelque chose qui est relativement utilisé, puisque ça serait la même doctrine qui aurait été utilisée pour les... tu sais, quand il y a eu cette histoire de pilotes qui sont partis, qui s'étaient perdus en Iran, là, où on avait abattu leur truc, il y a un groupe qui est venu les chercher. Mais grosso modo, c'est ça, on détruit tout, on laisse rien à l'ennemi dans ce genre de situation. On va juste dire un petit mot, il faut rappeler que le Hamas a été financé par Netanyahou. Ouais. C'est pas... Par Netanyahou, plutôt le Qatar. D'accord. Financé par le Qatar, mais effectivement intermédiaire Netanyahou pour justement créer cette division-là, parce que pour éviter qu'il y ait un deux États. Donc pour éviter un deux États, il faut quand même alimenter en fait son opposant, hein, puisque tu imagines bien que c'était pas catapulté sur le Hamas. Hein, ça partait donc du Qatar, Tel Aviv, et de Tel Aviv au Hamas, c'était les Israéliens qui amenaient les fonds là-bas. Donc imagine, tout simplement, hein, tu veux que ça s'arrête, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tu coupes l'argent, tu coupes le Hamas. Donc il y avait une volonté là-dessus, c'était purement politique, hein, ni plus ni moins. Quoi, tu vois. C'est toujours pareil, tu es obligé d'avoir une excuse pour pouvoir justifier le pire. Et en plus, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelques semaines ou peut-être des mois avant cette histoire du 7 octobre, il y avait les services de renseignement israéliens, hein, parce qu'il faut savoir qu'Israël est quand même une référence au niveau du contrôle aux frontières, de tout ça, une référence mondiale. Hein, puisque là, c'est tellement surveillé qu'une souris, elle ne peut même pas passer aux frontières. Tu vois, donc voilà, il y a des détecteurs de mouvement, des détecteurs de chaleur, des caméras de partout, des drones de surveillance. C'est le top au niveau contrôle aux frontières. Et donc, il y avait eu une contrôleuse qui avait décelé justement des mouvements un peu trop militaires, tu vois, comme presque une préparation. Tu vois, il s'entraînait à faire du parapente, tout ça, donc, tu vois, en paramoteur, tu vois, donc c'était un peu bizarre, puis des attitudes très militaires, tu vois, donc comme s'il y avait une préparation. Et elle, évidemment, elle a fait son travail, et elle a fait monter un rapport à ses supérieurs. Et ses supérieurs ont étouffé l'affaire, tu vois. Et puis elle était survoltée là-dessus. Elle fait, mais non, mais attendez, c'est quand même important. Là, je suis sûr, ils sont en train de préparer. Et puis, il y avait eu un rapport israélien qui expliquait justement toute la méthodologie pour pouvoir, en fait, franchir cette frontière. Et en fait, ils étaient tout simplement en train d'appliquer cette méthodologie. Et elle disait, mais non, mais regardez, ça ressemble à ce rapport-là. Donc, elle fait monter l'information et l'information a été étouffée. Il y a même eu un collègue à elle qui se dit, mais attends, non, ça doit être parce que tu es une femme.
hein, côté un peu patriarcal, parce que tu es une femme, sans doute, ils te font pas confiance. Écoute, je vais prendre contact. Le gars, pareil, il prend contact avec la hiérarchie, et pareil, la hiérarchie a étouffé l'affaire. Elle fait non, mais c'est n'importe quoi, c'est bon, non, mais ça passe, non, vous inquiétez pas, on maîtrise, et puis voilà. Et puis même le jour du 7 octobre, il y a eu des troupes qui ont été enlevées aux frontières, qui sont parties, je crois, faire une fête religieuse. Enfin, il y avait pratiquement personne, et d'ailleurs, on le voit sur les images, ils sont rentrés comme dans du beurre. C'est impossible, impossible, quoi. Impossible. Donc là, 2 jours plus tard, il va y avoir la réponse d'Israël. Là, on va rentrer dans l'horreur. C'est incroyable ce qui s'est passé et le silence de tous les pays autour, l'Europe, de tout le monde. On va raser Gaza. Et on va faire un génocide. Il n'y a pas d'autre mot. Ils peuvent me foutre toutes les lois du monde sur la loi Yadan ou tout ce que tu veux. On ne peut pas appeler ça autrement. On est en face d'un génocide. On va massacrer les civils. Énormément d'enfants vont être massacrés. Et ça ne s'arrête pas là. Donc là, vraiment, donc Israël rentre dans la scène. Et puis, alors, alors, il y a cet aspect victimaire d'Israël par rapport à l'Holocauste. Ils vont bouffer, on va dire, cet avantage qu'ils avaient. Ils vont complètement le détruire parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié du monde qui est vraiment en colère contre Israël. Je veux dire, c'est les méchants. De par ce qu'ils ont fait, il y a rien. Il y a rien qui peut justifier ce qu'ils ont fait. Ton regard? Ah, mais complètement, là-dessus, ouais, t'as tout dit, hein, t'as tout dit, c'est absolument ça, c'est abject. Et là, maintenant, on est à pratiquement 100 000 morts. Voilà, je pense que cette excuse, enfin, voilà, c'est toujours pareil, c'est une excuse. C'est juste une excuse. Parce qu'à 100 000 morts, bon, voilà, la balance, ok, là, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, la vengeance par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, on pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que derrière, c'est pas juste cette histoire. Cette histoire, c'est juste un outil, en fait, du 7 octobre. Parce que leur volonté, c'est justement d'instaurer dans leur délire religieux, d'instaurer le grand Israël qui part du Nil et qui va à l'Euphrate. Hein, d'ailleurs, on voit sur leur drapeau, il y a les 2 lignes bleues, les 2 lignes bleues simulent ces 2 fleuves, justement. Et c'est dans leur programme religieux. Et donc, évidemment, même regarde, après Gaza, ce n'était pas une volonté de se venger par rapport à ça. Il y avait même déjà des agents immobiliers qui commençaient déjà à vendre des terrains au bord de mer, quoi, tu vois. Donc, la volonté, c'est juste tout simplement de les détruire. On le voit bien, on ne cherche pas à arranger les choses ou à trouver une solution. C'est de la destruction humaine, ni plus ni moins, quoi, tu vois. C'est leur volonté, d'où après l'attaque sur le Liban, tu vois, donc l'attaque sur l'Iran, c'est leur programme, c'est le grand Israël. Puis il y a des justifications qui vont arriver messianiques autour de ça. Oui, complètement. Parle-nous-en, toi, de ce que tu sais par rapport à ça. Alors là-dessus, je sais pas si je peux aller très loin là-dessus, quoi, parce que non, bah voilà, c'est juste leur volonté religieuse. C'est que il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est qu'effectivement, voilà, je suis pas assez pointu là-dessus. J'ai pas non plus envie de raconter n'importe quoi, tu vois, sur le live. Mais en tout cas, il y a une volonté religieuse. C'est qu'il va falloir créer le chaos pour le retour du Messie, en fait. Donc c'est pour cela qu'ils poussent vraiment au maximum ce chaos-là, en espérant qu'il y a le Messie. Mais c'est du grand n'importe quoi. Enfin, franchement, tu vois, se baser là-dessus, ou même sur leur territoire, c'est prendre la Torah comme un acte cadastral. Je veux dire, dans ce cas-là, les Romains aussi peuvent prétendre à tout le bassin méditerranéen, parce qu'à un moment donné, l'Italie avait tout le bassin méditerranéen. Enfin, on peut aller très loin là-dessus, quoi. Tu vois, donc tout ça, c'est que des excuses, tu vois. C'est juste une guerre de pouvoir, en fait, de pouvoir et de domination, et puis voilà, quoi, tu vois. Donc là, avec ce qui se passe, on va voir arriver des grands malades, alors certains avec des frisoulettes et habillés tout en noir. Et
ce que je vois sortir sur Internet en ce moment, c'est que vraiment, en Israël, ils ont visiblement, j'ai vu passer des vidéos, des programmes pour enfants, donc qui étaient diffusés en Israël ces dernières années. Et vraiment, il y a eu une fabrication de gens pleins de haine, en fait, pour tout ce qui n'est pas juif, mais israélien. C'est vraiment, ils ont fabriqué ils ont fabriqué des grands malades, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça parce que, regarde, déjà, il faut voir la source en fait d'Israël. Hein, puisque c'est les sionistes qui ont instauré cette fameuse Israël, parce qu'au départ, c'était pas que Israël. Hein, je crois qu'il y avait un autre pays, il y avait l'Argentine qui était envisagée, hein, par les sionistes, hein, au début du siècle. Hein. Donc c'était l'Argentine et un pays de l'Afrique. Il y avait même Madagascar, et puis ça a fini sur la Palestine. Et il faut voir aussi qu'il y a une chose, c'est que ils ont eu la Palestine grâce aux accords de Balfour. Hein. L'accord de Balfour qui a offert en fait la Palestine aux Rothschild. D'accord, hein, c'est un cadeau aux Rothschild, hein, qu'on l'on a fait. Hein. Donc ça aussi, il faut voir que, tu vois, il y a tout un précepte là-dessus. Et ensuite, après, quand il y a eu cette guerre, évidemment, terrible, et quand la Palestine a commencé à accueillir des bateaux entiers de gens qui revenaient des camps, qui fuyaient l'Europe parce que les Juifs étaient persécutés, ils ont été accueillis par les Palestiniens vraiment les bras ouverts. Les bras ouverts, tu vois, c'est qu'ils comprenaient évidemment le côté un peu musulman, tu vois, l'accueil musulman en fait, tu vois, vraiment les bras ouverts, on les accueillait et même avant 48, la Palestine était tout à fait agréable. Tu vois, les musulmans, lorsque c'était les fêtes musulmanes, invitaient les Israéliens, enfin les Juifs. Les Juifs, quand ils faisaient des fêtes juives, invitaient. Il y avait une belle communauté en fait. C'est uniquement ensuite où il y a eu vraiment cette prise de pouvoir politique sioniste qui a ensuite instauré cet apartheid, hein, ni plus ni moins. Et évidemment, comme tu le dis, avec programmation mentale, créer cette haine. Et en plus, quand tu vois, regarde, 90% des Palestiniens ont des gènes sémites. Hein, donc, ils sont du pays, quoi. Et 90% des Israélites n'ont pas de gènes sémites, c'est des gènes caucasiens, tu vois. Pourquoi? Parce que la plupart, c'est des convertis, ce qu'on appelle, on a eu déjà cette discussion-là, c'est les Khazars. Hein, donc, c'est des gens qui ont été convertis. Ils ne sont pas génétiquement, en fait, quand ils parlent de leur terre, c'est pas du tout leur terre, quoi, tu vois. Donc après, tu pourrais me dire, oui, mais évidemment, on peut se convertir à une religion. Mais alors, dans ce cas-là, effectivement, tu peux te convertir à l'idéologie de la religion. Mais tu peux pas dire, en tant que converti, que c'est ta terre, puisque génétiquement, c'est pas du tout ta terre. Donc c'est un mensonge, tout ça. Mais tout ça, voilà, c'est de la propagande, tu vois. Alors, je fais une aparté juste pour dire que le live demain sera mis aussi sur le site matelweb.com avec un article. Et dans cet article, on pourra retrouver les 2 entretiens qu'on a eus précédemment, dont celui qu'on a eu sur les Khazars, qui était intéressant. Et donc voilà, pour ceux qui veulent approfondir, on ne va pas en parler davantage maintenant, on va avancer. Nous arrivons au 5 novembre 2024, et là, c'est le retour de Trump. Alors, moi, j'étais content, parce que c'était un homme, on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais j'étais content parce que en face, moi, ce que je voyais, dans ma tête, en fait, c'était les démocrates représentaient la problématique ils poussaient à la guerre. Ils poussaient à la guerre avec l'Ukraine. Pour moi, si Kamala Harris arrivait, ça allait être la cata, et la guerre allait repartir de plus belle. Donc pour moi, Trump, c'était intéressant pour ça. C'était intéressant parce qu'il allait révéler les dossiers Epstein. Donc on entendait parler, mais on ne voyait rien venir. Il allait grâce à JFK, Kennedy, au niveau de la santé, on allait révéler tout un tas d'affaires. Enfin, pour moi, c'était vraiment, ça y est. On peut penser ce qu'on veut de Trump, il a sa personnalité, mais je le voyais comme un mec qui ne veut pas la guerre, et lui, c'est un businessman. Il veut faire de l'argent. Comment toi, tu as vu ça, toi? Bah moi, au début, comme tout le monde,
Non, moi, je remonte un peu plus en avant, 2017, quand il a été élu, quoi. Tu vois? Parce que ça part de là, quelque part. Hein. Ouais, C'est pas que la dernière élection. Il y a eu quand même une première tout à élection, fait. quoi. Au début, j'étais comme tout le monde, hein, comme les médias m'avaient programmé, hein, c'est de détester ce gars-là. Et c'est vrai que voilà, il est arrogant, il est avec sa coupe on dirait un renard jaune fluo, tu vois. Donc voilà, puis ensuite, en plus, il venait des télé-réalités. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Mais dans quoi on est tombé? Là, c'est fini, quoi. Là, on a un guignol au gouvernement, quoi, tu vois. Et là, j'étais vraiment super inquiet. Tu vois, parce qu'avoir un malade aux commandes du pays le plus puissant du monde, ça peut être très dangereux, quoi, tu vois. Ah, Et je te rejoins complètement, hein. La première élection, je te rejoins complètement sur ce point de vue. ah ouais, carrément. Ouais. Après, voilà, entre-temps, il y a eu le passage de Biden. Et donc, vraiment, alors bien sûr, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra, mais malgré tout, il y avait cette tension de la guerre avec la Russie, avec l'Ukraine. Je voyais vraiment le Parti démocrate comme le parti du mal, quoi. Tu parles de 2024? Ouais, voilà. Ah ouais, voilà, bien sûr. Ah bah, c'est certain. C'est certain. Si Kamala avait gagné, mais t'imagines même pas dans quel état aurait été l'Europe, ça c'est sûr. Tu as entièrement raison, parce que là, ils auraient continué à financer massivement pour continuer à amplifier cette guerre contre la Russie. C'est une certitude. Là, je pense qu'on serait dans un chaos. Et d'ailleurs, c'était leur programme. C'était leur programme. C'était de créer un chaos total mondial pour justement, déjà d'une part, réduire la population, mettre les gens avec le QR code, c'est-à-dire de rentrer dans un monde orwellien. C'était un monde orwellien qui était prévu pour nous, si Kamala, à mon avis, maintenant je suis pas sorcier, par rapport à mes déductions, je pense qu'on serait arrivé à ce monde-là, c'est une certitude. C'est une certitude, effectivement, là-dessus. Ouais. Donc, enfin moi en tout cas, je vais quand même un petit peu déchanter parce que on voit il y a plein de problèmes avec pour sortir les dossiers Epstein. Il y a des dossiers qui vont sortir, donc au 30 janvier 2026, donc vraiment on se rapproche. Il est sorti 3,5 millions de documents relatifs à Epstein. Alors, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur cette affaire. Comment tu la vois? Qu'est-ce que tu en sais? Le dossier Epstein, c'est un des leviers justement dans l'attaque de ce qu'on appelle un peu l'état profond, si tu veux. Il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs des dossiers là-dessus. C'est pour cela que je t'assure qu'on n'a pas fini de faire des lives, parce que franchement, ce qui nous arrive derrière, avec tout ce qu'il y a comme dossier, on n'a pas fini d'en discuter, je t'assure. Il n'y a pas que le dossier Epstein. Il n'y a vraiment pas que le dossier Epstein, je t'assure. Parce qu'il y a le dossier JFK, hein, John Fitzgerald Kennedy, hein, qui a été quand même assassiné, et maintenant on sait par qui, par le Mossad, tu vois. Donc il était en partie là-dessus avec la CIA. Enfin, de toute façon, cet homme-là n'avait aucune chance de pouvoir résister à une telle attaque, hein, parce qu'il avait tout le monde contre lui, ni plus ni moins. Parce que le programme qui est en train de se mettre en place, c'est le programme en fait de Kennedy, si tu veux. Hein, parce que Kennedy faisait partie de la famille de Trump, tu vois. Il y a des liens familiaux là-dessus. Voilà. Et en fait, le programme que Trump est en train de mettre, c'est le programme Kennedy, c'est-à-dire de détruire l'État profond, de détruire le pouvoir en fait d'un État qui est dans un État en fait, tu vois, parce que tu vois la CIA, le président n'a pratiquement aucun contrôle là-dessus. Enfin, tu vois, il y a plein d'organismes qui font que quelque part, il y a tout un système occulte qui a le contrôle en fait de ce pays-là. Et là, on est vraiment dans le grand nettoyage de là-dessus. Et tous les éléments, en fait, depuis 2017, on est dans ce qu'on appelle ce nettoyage d'état profond, comme le dit Drum de Swamp, c'est-à-dire drainer le marais, c'est-à-dire de vraiment faire ressortir justement toute cette corruption, parce que c'est hallucinant. Là, on le découvre de jour en jour, la monumentale corruption. Et le dossier Epstein, on est une des plus grosses parties. Hein, puisque le dossier Epstein, c'est pas qu'une histoire de pédophilie, tu vois, c'est pas que ça. La pédophilie, c'était un outil de corruption. Hein, parce que tu imagines quand tu es grand banquier chez JP Morgan, d'ailleurs qui a dû lâcher, je crois, 200 millions pour taire cette affaire sur son cas, tu vois, donc quand tu es grand PDG d'une grosse banque et que tu te retrouves avec une petite fille sur les genoux, voire pire, ou voire même comme tu dis, des parties sataniques, faire des trucs vraiment pas très clairs, évidemment, l'île était truffée de caméras, de micros, de tout ce que tu voulais. Et c'était encore les Mossad qui étaient derrière pour pouvoir prendre le contrôle sur toutes les personnes ayant du pouvoir
décisionnaires à travers le monde, tu vois. Donc c'était surtout ça là-dessus, ce dossier. C'est pour cela que, comme tu dis, je suis déçu, il sort pas, mais justement, tu n'imagines même pas le fond de ce dossier. C'est les trois quarts du monde, quoi, tu vois. Donc, t'imagines que tu peux pas lâcher ça là-dessus. Il y a une pression pour pas que ça sorte. Parce que là-dessus, il y a tout le monde, quoi, tu vois. En France, la moitié du dossier se passe en France. Hein, d'où l'histoire que la France, ils veulent pas du tout. T'imagines, il n'y a aucun juge qui prend, en France, il n'y a aucun juge qui prend en charge le dossier, alors qu'il est monumental, tu vois. Il faut pas que s'y sorte, parce que là, c'est une révolution mondiale. Hein, c'est réellement se rendre compte dans quel monde on vit et qui ils sont réellement. Et là, on le voit, tu vois, ce dossier-là. C'est pour cela qu'il ne peut pas sortir comme ça. Parce que s'il sort comme ça, les gens, ils vont péter un câble. C'est une réalité. C'est pour cela que, tu vois, c'est un peu l'effet de millefeuille. C'est par couche, tu vois, par couche homéopathique. On commence, et tu le vois. Regarde, on rentre de plus en plus profond dans le terrain du lapin, quoi, tu vois. Ce qu'on dit, ouais, il y a un problème de pédo. Puis ensuite, après, tu apprends, bah oui, mais il mange des enfants. Tu vois, on descend tout en profondeur. Ce dossier est monumental. Ensuite, après, on parle de sacrifice. Machin, on parle de réseau, on parle de. C'est un dossier qui est monumental. Les gens ne sont vraiment qu'au-dessus, ils sont que dans la crème, ils ne sont pas en profondeur. Mais quand ce dossier-là va rentrer en profondeur, c'est pour cela qu'il faut aussi habituer psychologiquement en fait le peuple à comprendre progressivement le dossier. C'est pour cela qu'il ne sort pas. D'une part, pour préparer le peuple, et d'autre part, il y a quand même ceux qui sont dans le dossier qui ne veulent surtout pas que ça se sache, quoi, tu vois. Alors pour ceux qui se demandent un peu ce que c'est que le dossier Epstein, parce que finalement on en parle très peu en France, en tout cas ceux qui regardent les médias mainstream, ils n'auront pas beaucoup d'infos. Allez mater le film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Je crois que c'est presque, ça frôle le documentaire là, à ce niveau-là par rapport à ça. Complètement. Mais Kubrick c'est quelqu'un qui a transmis énormément de messages dans ses films, quoi. On rappellera donc pour Epstein, donc c'est la fille de Jack Lang qui a reçu 22 millions en héritage, Oui. mais qui ne connaissait pas Epstein. Moi, j'aimerais bien que des gens que je connais pas comme ça, qui font un héritage de 22 millions, n'hésitez pas. Et là, on arrive. Alors là, c'est là où j'ai presque envie de dire, là, je comprends plus trop Trump, personne ne le comprend plus. Peut-être toi, tu vas le comprendre. C'est l'Iran, 28 février 2026. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est tenu par les Roupignols, le père Trump, avec les dossiers Epstein. Est-ce on lui a dit, c'est où tu fais ce qu'on te dit et où t'es mort, comme un petit peu comme Kennedy ou d'autres. Qu'est-ce qui se passe là avec l'Iran? C'est vrai que c'est un dossier assez intéressant, ouais. Ouais, super intéressant, parce qu'après, il y a différentes lectures, effectivement. Tu as la lecture médiatique, hein, t'imagines bien. Donc, évidemment, ils sont pas là pour nous dire la vérité, ils sont là pour tout simplement nous dire ce que l'on doit penser, ni plus ni moins. Tenu par les Roubignols, comme tu dis, je le pense pas. Hein, parce que tout simplement, c'est lui qui l'a quand même dénoncé, quand même. Hein. C'est lui qui l'a dénoncé, c'est lui qui l'a fait arrêter, c'est lui qui a mis la pression. Enfin, tu vois, donc sur ce dossier-là, il est quand même, sur l'arrestation d'Epstein, il est quand même assez impliqué là-dessus. T'imagines bien, hein, connaissant le système, que s'il avait le moindre dossier sur lui, t'imagines que cette histoire-là, en tant que président, il l'aurait camouflé, il l'aurait protégé, et voire même, peut-être qu'il a même protégé pour le garder plus tard, pour pouvoir lâcher certaines informations. Tu vois, là-dessus, moi, j'y crois pas là-dessus. J'attends de voir, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dossier sur lui là-dessus, j'y crois pas, j'attends de voir. Hein, parce que, vu ce qui s'est passé en amont, hein, puis surtout lors de ces élections ou quoi que ce soit, t'imagines si les démocrates avaient le moindre petit dossier sur lui mélangé à de la pédo ou quoi que ce soit, t'imagines toutes les attaques judiciaires qu'il a pris dans les dents, t'imagines que s'il y avait la moindre chose, ce dossier-là serait sorti avant même l'élection. Tu vois, ça aurait pu très bien servir à tout simplement faire péter la dernière élection, tout simplement, t'imagines. Donc, tu vois, là-dessus, je reste un pied en arrière, tu vois, je gobe pas les choses, là, tu vois. Moi, j'essaie d'avoir un peu de recul et de prendre de la hauteur pour comprendre tout ça, quoi, tu vois. Après, sur l'Iran,
il faut rentrer en profondeur de ce qui est vraiment l'Iran et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, il faut comprendre que le Moyen-Orient est quand même contrôlé par les Britanniques et la City, entre autres l'Iran. Il faut comprendre que l'Iran, dès la mesure où ils ont trouvé du pétrole dans ces pays-là, au début du siècle dernier, ce qu'allait devenir BP, British Petroleum, elle s'est accaparée en fait les sources du pétrole iranien. D'ailleurs, elle réattribuait aux Iraniens que 10% de la production et encore, on est gentil, quoi, tu vois. Ils se sont complètement accaparés ce truc. Donc, t'imagines le nombre de milliards et de milliards qu'ils ont pu sortir de là-dessus. Regarde, dans les années 40, quand il y avait cette Deuxième Guerre mondiale, tous les bateaux et même tout l'armement était alimenté par le pétrole iranien, tu vois. Tout venait de l'Iran. Donc il y avait une prise monumentale politique et surtout financière là-dessus, quoi, tu vois. Donc là, ça a été fatal. Jusqu'à mince, je me souviens plus du nom. Jusqu'à un président iranien qui a pris le pouvoir et qui a nationalisé en fait les puits. Tu vois, et là évidemment ça perturbe le business, ça casse le business, ils l'ont destitué, ils l'ont traité comme communiste, machin, bidule, évidemment, tout ce que tu veux, pour reprendre possession. Mais il n'y avait pas que l'Angleterre, il y avait aussi la France et d'autres pays européens là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est toujours une histoire de pouvoir et de pognon. Il n'y a pas de démocratie, on ne va pas aider un peuple ou quoi que ce soit, il y a toujours un second sens économique basé là-dessus. Et l'Iran servait aussi à financer cette instabilité qu'il y avait et cette division aussi dans l'intérêt aussi d'Israël, cette division qu'il y avait au niveau du Moyen-Orient. Tu vois, là on apprend que ISIS, Daesh, les frères musulmans, Boko Haram, Hezbollah, tout ça était financé pour créer de l'instabilité. Parce que l'instabilité est toujours bonne pour le business, parce que ça permet d'avoir des matières premières pas chères, tu vois, là-dessus. Autre chose, c'est que ce qu'il faut comprendre aussi avec cette histoire de blocage de détroit d'Ormuz, c'est qu'encore une fois, les Britanniques et la City, depuis 300 ans, contrôlent le flux maritime mondial. T'imagines? Depuis 300 ans. C'est eux qui assuraient les trois quarts des bateaux à travers le monde. Tu vois. Et donc, cette histoire-là, en fait, fait péter en fait, ce monopole britannique et ce monopole de la City. La City, qu'il faut comprendre, c'est le coffre de l'état profond de toutes ces familles qui veulent contrôler le monde et de s'accaparer en fait le monde. Et en fait, là, ils sont en train de tout simplement perdre des pions dans cette histoire. Moi, ce que je pense, c'est que derrière tout cela, il y aura une unification du monde arabe, tu vois, c'est-à-dire sans les États-Unis, c'est-à-dire, OK, maintenant vous allez vous débrouiller. Tu peux voir qu'en fait, toutes les infrastructures militaires américaines ont tout été éclatées, tu vois. Même un des plus gros radars, qui carrément scannait pratiquement tout le Moyen-Orient a été pété aussi par l'Iran. Donc, plus de visibilité là-dessus. Et il faut aussi suivre aussi, il faut parfois ne pas oublier que Trump, il a déjà eu des discours en disant il y en a marre de faire dans le trip First America, tu vois, il y en a marre de faire le gendarme du monde. Et lui, ce qu'il veut, c'est rapatrier ses troupes aux États-Unis parce que ça coûte, je crois, plus de 400 milliards par an pour alimenter justement toutes ces bases. Tu vois, donc en fait, cet événement-là sert tout simplement à faire un nettoyage. Pour moi, c'est un nettoyage du Moyen-Orient. Et aussi, comme tu l'as dit, qu'il était tenu par ses coronesses, c'est qu'effectivement, il y a un pouvoir monumental aux États-Unis qui est les PAC, tu vois, et les néoconservateurs, et qui ont un pouvoir sur lui, qui en plus ont financé sa campagne. Après ça, c'est juste ma théorie. Je n'ai pas la science infuse. C'est ma propre analyse personnelle. Ça n'engage strictement que moi. Moi, je pense qu'il utilise en fait l'Iran pour détruire le pouvoir israélien. Tu vois. Parce que regarde ce qui se passe. À chaque fois que les États-Unis attaquent l'Iran, sur qui ils tapent, c'est sur Israël. Parce qu'avec les missiles hypersoniques, s'ils veulent vraiment impacter les États-Unis, ils ne sont pas si loin que ça. Ils peuvent très bien envoyer un missile intercontinental et aller péter des lieux américains. Pourquoi ils ne le font pas? Tu vois, rien que ça, quoi, tu vois. Et cette histoire de détroit d'Ormuz, j'ai l'impression que c'est vraiment des messages médiatiques. Tu vois, parce que la Chine, elle passe, ça circule encore, tu vois, et même l'Iran, si vous payez en yuan, vous pouvez passer, tu vois. Donc, il y a aussi une volonté de détruire ce pétrodollar, tu vois, parce que ce pétrodollar appartient non pas aux États-Unis, mais aux banques centrales, encore une fois, et aux banques privées, toujours. Tu vois le principe un peu? Tu vois le schéma du truc. En fait, là, à l'heure actuelle, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes en pleine restructuration mondiale
Hein, on part vers un nouveau paradigme, un autre fonctionnement, puisque là, à l'heure actuelle, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu as le projet globaliste, qui est tout simplement nous mettre en esclavage, nous QR code au dos, nous voler, tout ce que tu veux, et on est en train de rentrer là-dedans. Mais en face, tu as le système BRICS, tu vois, qui eux sont plutôt des souverainistes, c'est-à-dire qu'ils veulent l'indépendance des pays, la liberté des peuples. Là, voilà, tu vois, c'est ces deux projets en fait qui sont en train de se battre. Et donc, évidemment, pour qu'il y en ait un qui puisse vivre, il faut tuer l'ancien. Et l'ancien est en train justement de mourir. Et je pense que regarde aussi, tu vois, la Chine ne s'y implique pas énormément, tu vois, dans ce conflit. La Russie non plus, tu vois, parce qu'évidemment, si la Russie et la Chine venaient soutenir un de leurs collaborateurs, qui est donc l'Iran, parce que l'Iran fait entrepartie des BRICS, tu vois, Chine, Russie, les États-Unis, ils sont morts, tu vois, c'est clair. Tu vois, ils pourraient dominer complètement. Mais on peut voir aussi que l'Iran n'a même pas besoin de soutien, tu vois, parce qu'on pensait que l'Iran était un pays de chèvres et de chameaux, tu vois, et tu vois que finalement, c'est pas du tout ce que les médias essaient de nous transposer, mais c'est un pays qui a réussi à prendre position mondiale, tu vois, parce qu'il a réussi à s'opposer à une des plus grosses puissances qu'est les États-Unis, tu vois, et ils maîtrisent en fait le truc, tu vois. Ils maîtrisent même l'Iran. Ils dominent complètement l'Iran. Regarde ce qui se passe sur Tel Aviv. Le dôme de fer, hein, ils étaient très fiers de ce dôme de fer. Et stratégiquement, ils étaient super pointus. Parce que ça n'a pas été du bombardement comme a pu faire Israël, à tout raser, à tuer tout le monde, femmes, enfants, hôpitaux, écoles, rien à faire, on rase tout. Ils auraient pu très bien le faire. Mais non, eux, avec leurs missiles, bien sûr aidés par les satellites russes et chinois, ils ont eu des attaques hyper ciblées. C'est que des infrastructures stratégiques, tu vois, les ports, les raffineries, le bureau du Mossad, tu vois, tous les éléments, tu vois, parce que tout est sur Tel Aviv, tu vois, et c'est là où c'est intéressant. Au niveau du dôme de fer, là aussi c'est stratégique. Ils t'envoient des drones à 10 000 dollars, évidemment, ils envoient des missiles intercepteurs qui coûtent une fortune. Évidemment, avec toute cette quantité, ça tue le stock de missiles intercepteurs. Une fois que les missiles intercepteurs, il n'y en a plus parce que ça coûte pratiquement 300 millions par jour, tu vois. Et derrière, c'est open bar. Là, ils peuvent balancer tout ce qu'ils veulent. Ils ont même balancé du phosphore blanc, hein, le petit leçon vis-à-vis de Gaza. Donc, tu vois, tout ça, c'est toute une combine, en fait, dans une restructuration, en fait, du monde, tu vois. Malgré tout, on sent quand même qu'on arrive à un petit peu la fin du film. Si on dit que tout ça est un scénario, parce que on va pas partir sur une guerre pour 10 ans. On n'a pas les moyens et on voit d'ailleurs. Là, tu vois, on te parle de troupes au sol, d'accord? Les troupes au sol. Mais les gens, tu vois, c'est ça qui me déplore, enfin, qui me navre un peu, c'est la stupidité, la fragilité des gens à gober tout et n'importe quoi. Regarde l'Iran. L'Iran, comment veux-tu faire débarquer des troupes? C'est un pays qui est entouré de montagnes, hein, c'est pratiquement les Alpes suisses, tu vois, entouré de montagnes. T'imagines que dans ces montagnes-là, évidemment, c'est truffé de matériel militaire. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des images, t'hallucines, hein, les missiles, c'est des missiles, mais tout est pratiquement robotisé. T'as des missiles sur des chars qui arrivent sur la partie de lancement, ça part dans tous les sens, tout ça dans les montagnes, c'est-à-dire que tu peux même envoyer une bombe nucléaire, ça va casser la montagne, mais ça va pas toucher ce qui est au cœur de la montagne. Ils sont hyper stratégiques là-dessus. Donc là, pour pouvoir intervenir là-dessus, surtout que ça fait plus de 40 ans que l'Iran se prépare, mais t'imagines, tu arrives avec tes troupes, les petits Américains, tu arrives avec tes troupes, ils ont plus d'1 million de soldats. Donc il faudrait qu'ils soient pratiquement allés 8 fois plus. Il faudrait 8 millions de soldats américains pour aller envahir ce pays-là. Tout ça, c'est du fake. Tu vois, c'est du fake, c'est pas possible. Quoi. Là, tu débarques, tu te fais déboîter d'entrée, tu te fais éclater. D'ailleurs, regarde l'intervention soi-disant pour sauver un pilote, mais c'était pour récupérer de l'uranium, tu vois. Ils se sont fait éclater, les Américains. Ils n'ont pas du tout dominé la situation. Et donc, alors voilà, toujours dans cette idée qu'on est des spectateurs d'un énorme spectacle. Alors c'est quand même un spectacle qui, tu sors fauché du spectacle, parce que nous, là, on va quand même prendre un contre-coup. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on commence on se rend pas compte on se rend pas compte tout simplement parce que je pense, c'est ce que je vois comme retour, on n'a jamais vécu ça. C'est-à-dire que même le choc pétrolier des années 70, ça n'a rien à voir. C'est même quand on va chercher un 29,
la grande crise, même là, on dit c'est possible que ce soit pire que 29, ce qui se passe. Je parle au niveau financier aussi, hein, parce que ça va faire un petit peu trembler. On a un problème. Le pétrole, c'est pas que le truc qu'on met dans sa voiture. C'est des engrais, c'est tout un tas de produits chimiques qui sont des dérivés du pétrole. Donc les engrais, ça veut dire aussi le blé, toutes les céréales, tout ça. Donc là, même si je vois les spécialistes quand ils en parlent, même si la guerre s'arrêtait demain, ce qui visiblement n'est pas encore prévu, de toute façon, il va y avoir un contre-coup qu'on va nous ressentir vraiment en France cet été, courant de l'automne. Ça va être par strates, ça va être par vagues, mais on va vraiment en prendre plein la gueule, que ce soit sur les prix, à la consommation, tout ça. Donc là, on arrive à la fin de notre live. Comment tu vois les choses? Donc, où va le monde? Ben, tout simplement, regarde. Combien représente ce problème du détroit d'Ormuz? C'est 25% du pétrole mondial, tu es d'accord avec moi? Donc, c'est que 25%. C'est-à-dire qu'il y a 75% ailleurs qui sont disponibles. Hein, à la limite, on peut commander ailleurs, et d'ailleurs, c'est en train de se faire. Hein, puisque depuis ce problème de détroit d'Ormuz, les États-Unis ont augmenté leur exportation de 20%. Tu vois le plan? C'est que quelque part là-dessus, c'est aussi du business. C'est-à-dire que là, en bloquant le détroit d'Ormuz, lui, Trump, il récupère en fait les marchés, puisqu'évidemment, il y a plus de demandes. Parce que le Canada, gros producteur, le Venezuela a une des plus grosses réserves de pétrole. La Russie a énormément de réserves de pétrole. C'est là où, en fait, on est encore en train de démontrer au monde comment le système contrôle notre monde, tu vois. Parce que regarde, là, ça fait quoi? Ça fait 1 mois qu'on est en guerre, d'accord? On a 3 mois de réserve, d'accord? Pourquoi le pétrole, il est presque à 3... Pourquoi l'essence est à 3 euros? Alors qu'eux, ils l'ont payé il y a 6 ou 7 mois, ou peut-être 1 an, 2 fois moins cher. Oui, tu vois, est-ce que l'impact sur nos réserves sont déjà effectués? Pas du tout. Parce que le pétrole qui n'est pas encore arrivé très cher du Moyen-Orient, il n'est même pas encore arrivé. D'accord? Tu vois le truc? Tout ça, c'est du business. Tout ça, c'est de l'illusion. On est encore dans ce spectacle-là. Regarde une autre solution. Hein. Si on est aussi en difficulté que ça en Europe, pourquoi on n'ouvre pas les vannes avec la Russie? Non, bien au contraire, on crée de la pénurie puisque l'Ukraine a bombardé 40% de la productivité russe. Tu vois? Pourquoi il fait ça? Justement pour créer justement cette pénurie. Et qui finalement, il n'y a pas, tu vois? C'est encore de la manipulation là-dessus. Au niveau production d'engrais, les États-Unis produisent de l'engrais, la Russie aussi produit massivement de l'engrais aussi. Donc les solutions, elles sont ailleurs. Sauf qu'on nous fait croire, et c'est ce qu'ils veulent, hein, puisque là, dernièrement, j'ai vu ça hier, où tu avais plus d'une trentaine de raffineries à travers le monde qui ont subi des attentats. Donc, tu vois, il y a une volonté de cet État profond de générer justement cette pénurie, tu vois, pour créer des conflits, pour créer peut-être même des guerres civiles, tu vois, parce que dès la mesure où il y aura des guerres civiles, ils pourront instaurer leur dictature, puisque ce seront les gens qui demanderont, en fait, cette dictature, par peur. Hein, puisque tu imagines si demain les gens sont en train de se battre dans la rue, et tout le monde n'est pas des guerriers. Tu imagines qu'il y a moins, allez, on va dire un quart. Un quart va se battre dans la rue, les 3 quarts, ils seront en panique totale devant BFM et CNews, tu vois. Et qui, évidemment, eux, leur travail sera d'accentuer encore plus cette situation dramatique pour que les gens d'eux-mêmes demandent cette situation, demandent cette mise en esclavage et que ce fascisme se mette en place, ce fascisme européen se mette en place. Tu vois, dans le contrôle, tu vois, dans tout ça, va demander l'ultra-sécurité. Parce que, justement, la sécurité, c'est la paix. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, là, tu es en train de me décrire le contenu du The Great Reset, le livre de Klaus Schwab, qui est sorti au moment de la pandémie. Nous préviennent tout le temps. Il suffit juste de reprendre leurs écrits. Je remets juste une couche sur je reviens un peu en arrière, et au moment de la pandémie, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était au mois de janvier 2020. Je trouvais que le gouvernement français était vraiment un petit peu en panique. C'est-à-dire comme s'il ne prenait pas trop la mesure. Et ça m'avait frappé parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que Macron a été contacté
par quelqu'un qui lui a expliqué la méthode. Et là, on a Ah, qui sait? un nouveau Macron qui va arriver et qui va prendre les choses. C'est à ce moment-là qu'il va dire nous sommes en guerre. C'est à ce moment-là qu'il va se mettre à réagir. Comme si on lui avait dit non mais voilà, on te donne le manuel, puisque Klaus Schwab avait sorti ce bouquin au mois d'avril, je crois 2020. Et ce bouquin a été distribué à tous les hommes politiques en place en Europe. On n'a pas parlé on n'a pas trop parlé en fait du World Economic Forum et de tous ces hommes politiques qui ont fait je cherche le mot. Ils ont le statut, tu sais, tamponné. Young Global Leader. Oui, voilà, Young Global Leader. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres lives. Ok, ben écoute, je crois que c'est un bon terrain on a commencé un petit peu à mettre en place, à raconter l'histoire. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine Ouais, pourquoi pas, ouais. Avec plaisir. et on va essayer de voir comment ça évolue. On va y réfléchir tous les deux on va peut-être prendre un thème plus précis, on va peut-être se caler la semaine prochaine, on va voir déjà ce que va nous proposer l'actualité. Et sinon, on prendra peut-être un thème plus spécifique pour essayer de s'enfoncer un petit peu et d'aller plus en profondeur dans quelque chose de très précis. Tu es d'accord? Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps Ouais, passé ensemble. Christophe, ton invitation. Et Et donc, donc à la semaine prochaine. Merci à toi. ciao, ciao. Ciao.